Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bon début d'après-midi tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Jeannette. Monsieur Pierre. Madame Jeannette. Avez-vous vu le film On achève bien les chevaux? Oh. Ça remonte à bien des années, cette affaire-là. Avec qui? Quels étaient les acteurs? Il n'y avait pas Fonda là-dedans. Quand c'était le fils de l'autre. Peter Fonda? Peter Fonda, je pense. Ça se pourrait. Ouais. Mais Ça se pourrait. Ça racontait quoi? Rafraîchis ma mémoire. C'était une danse qui n'en finissait plus, là. Il me semble. Mais c'est le titre, moi, qui m'est toujours resté en mémoire, jusqu'à ce que mort s'en suive quasiment. Je me souviens pas exactement du scénario, mais le titre colle avec le sujet d'aujourd'hui. Ça me dit quelque chose, je pense qu'avec Peter Fonda, que j'aimais beaucoup, il a fait une couple de fois. Ça avait été tout un film. C'est son père c'était Henry. Henry Fonda. Il y avait Peter Fonda. Et le fils c'était Peter. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans les journaux, puis c'est pas en première page, mais ça pourrait venir en première page ces jours-ci. Il y a 2000 soignants, on dit médecins, infirmières, des gens qui sont en France, qui auraient aidé des patients à mourir. Non. Et ces gens-là, plus de 2000 médecins et infirmières français l'affirment, avoir aidé des patients à mourir avec décence. Oh, je me possède plus. 2000! Et ils le font dans un manifeste, Pierre, en faveur de la dépénalisation de l'euthanasie. La peine de mort, tout ce monde-là. Là. 2000 exterminés, il faut absolument exterminer ceux qui exterminent, voyons. Janine, on peut pas laisser faire ça. C'est qu'il y a actuellement un procès, contre un médecin et une infirmière oui, en j'espère qu'il y a un procès, puis j'espère qu'on va les pendre. Eux autres disent ça va faire, là. Ça va faire. Alors, ça lance le débat. Et dans le même journal aujourd'hui, juste un paragraphe. Janine, t'inventes. Je dois préciser que dans les minutes qui viennent de précéder, j'étais sarcastique et je disais le contraire de ma pensée. Nous poursuivons. À chaque fois maintenant que je vais être sarcastique, je vais devoir le dire, l'affirmer haut et fort. Car, semble-t-il, ça peut amener une confusion chez un certain pourcentage d'auditeurs. Hey Pierre, dès qu'on ouvre la bouche, on peut être mal interprété. C'est incroyable. Alors quand on va dans le sarcasme, c'est sûr que ça sème autre chose. Encore pire, le sarcasme. Utiliser le sarcasme pour s'exprimer. Dire le contraire de ce qu'on pense pour pouvoir affirmer quelque chose. Bon, ceci étant dit... Bon, alors on va demander aujourd'hui, on va parler. Dernière donnée, il y a un sondage aux États-Unis sur les valeurs des Américains, et à la fin de l'article, on dit que 53% des gens qui ont répondu au sondage sont favorables à l'euthanasie. OK? Alors, euthanasie, en France, on dit... Ça veut dire ça, écoute, 53%, ça veut dire gros débat en perspective. Ben, certainement, parce qu'il y a des familles qui, pendant des mois et des mois, voient dépérir un de leurs proches, qui restent conscients jusqu'à la fin, qui traversent des souffrances abominables, qui demandent à mourir. Mais j'ai hâte que tu nous dises ce que veut dire le mot euthanasie. Parce que là, dès qu'on parle d'euthanasie, euthanasie, OK? Euthanasie. L'État nazi, non? Oui, l'État nazi. Écoute, dès que tu prononces le mot euthanasie, tout de suite, c'est nazi allemand. La dernière partie du mot le dit très bien. Euthanasie. Alors, c'est la méthode d'extermination nazie. Mais là, je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est en souffrance aiguë, qui en finit plus de mourir et qui demande à mourir. Et si quelqu'un décide d'intervenir... Puis Pierre, je vous dis, j'ai eu des confidences, un infirmier qui a demandé à la famille, ça s'est passé à Montréal, demandé à la famille autour, qui était autour d'un mourant, le mourant qui était conscient, qui demandait à être allégé de ses souffrances, à mourir. Il a dit, écoute, je donne ça. Et ça en est fait. Tout le monde était d'accord. L'infirmier a agi. Si ça se savait, cet homme-là serait en prison. On n'a pas le droit. Alors c'est ça. Et le patient, le mourant, l'agonisant, était conscient, là. Je le dis pas dans des cas de coma. C'est quand la personne le demande, elle est à bout de souffrance, que la famille est rendue là, que la famille ferait un geste. Puis probablement que dans certaines maisons, puis on le sait pas parce qu'il faut pas le dire, il y a des gens qui ont aidé leurs proches à leur demande passée de vie à Trépont.
Bon, alors on parle de ça. Avez-vous vécu des expériences en ce sens où vous vous êtes dit, si je pouvais, puisque tu me le demandes, je le ferais. Je le ferais. Avoir des moyens pop où tu souffrirais pas, puis je serais certain de pas rater mon coup. C'est pas évident. Puis là, il y a 2000 soignants en France qui le disent. Nous l'avons fait pour alléger. Puis Pierre, il y a un paragraphe que je trouve touchant là-dedans. Allons-y. Attendez un petit peu. Ils disent, tous les soignants, ça c'est entre guillemets, tous les soignants ne sont pas confrontés à ce drame. Mais la majorité de ceux qui assistent régulièrement leurs patients jusqu'à la mort, qui ne se désistent pas, là, moi j'interprète ça de même, utilisent dans des circonstances décrites des substances chimiques qui précipitent une fin devenue trop cruelle, tout en sachant que cette attitude est en désaccord avec la loi actuelle, poursuivent-ils. Parce que ça devient inhumain. On laisse pas un animal souffrir. Qu'est-ce que tu me sens? On ne laisse pas... C'est le premier effet. Pierre, vous l'avez dit, je l'ai entendu plusieurs fois, on va mener à la SPCA des animaux qui sont blessés, alléger ses souffrances. C'est cruel. Autrement, c'est cruel. Puis je pense que vous aviez eu une bête qui s'était blessée. Est-ce que je me trompe? Ben oui. Bon. Puis tu dis, tu as la permission d'alléger ses souffrances, non, pas, c'est pas seulement qu'on a la permission, c'est qu'on doit. Sinon, on est passible d'une accusation criminelle. Bon. Alors, je vais vous informer de ceci. L'article 446 du Code criminel du Canada, qui concerne faire souffrir inutilement un animal. Écoute bien ça. Commet une infraction au Code criminel, quiconque, selon le cas, volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causé à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure sans nécessité. B. Par négligence volontaire, cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés. Étant le propriétaire ou la garde qui a la garde ou le contrôle d'un animal ou animal domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri, les soins convenables et suffisants. Volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue, une substance empoisonnée ou nocive à un animal, étant le propriétaire, ces animaux, organise, prépare, je me permets que je sois... Il y a une personne seule. Ouais. Alors, volontairement cause, s'il en est un propriétaire, volontairement permet que soit causé un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure sans nécessité. Puis pour revenir à nos humains, pour les animaux, il y a eu des descentes. Je pense que pendant un certain temps, le mois dernier, toutes les semaines, il y avait des descentes là, dans des chenils où les animaux étaient dans des conditions épouvantables et c'est effectivement le Code criminel alors, qui prévaut. Vous n'avez pas le droit, selon le Code criminel du Canada, de laisser souffrir un animal. Vous n'avez pas le droit chez les animaux, un animal qui est gravement malade, qui est gravement affecté et qui ne meurt pas, vous n'avez pas le droit de le laisser souffrir. Saviez-vous ça? Tu l'amènes à quelqu'un qui peut l'euthanasier, tu l'amènes à quelqu'un qui peut abréger ses souffrances, c'est ça. Du côté des humains, Pierre, il y en a qui vont s'accrocher à la personne mourante. C'est interdit, là, ici. Tu as pu alléger les souffrances par des médicaments, par des antidouleurs, mais volontairement dire, comprenez-vous? Sauf que ça se fait, là, en France, ils le font quand ils suivent un patient jusqu'à la fin. Oui. Euthanasie. Définition. J'ai trouvé une définition intéressante. Évidemment, c'est une définition française, c'est une définition qui vient de France. Alors, euthanasie, tout à l'heure, là, je faisais mon cabotin avec l'étymologie du mot euthanasie. Alors, ça vient pas, croyez-moi pas, là, ça vient pas du mot nazi, mais pas du tout. Alors, c'est un ensemble, le mot euthanasie, qui n'a rien à voir avec les Allemands, se définit comme suit. C'est un ensemble de méthodes qui procurent une mort sans souffrance, afin d'abréger une longue agonie ou une maladie très douloureuse à l'issue fatale. Je répète, l'euthanasie, c'est un ensemble de méthodes qui procurent une mort sans souffrance. Okay? Et ça, on retient. C'est pas un suicide, là. C'est pas d'aider quelqu'un à se suicider. Là. Alors, c'est un ensemble de méthodes qui procurent une mort sans souffrance afin d'abréger soit une longue agonie
ou une maladie très douloureuse à l'issue fatale. Oui. Autrement dit, une maladie très douloureuse à l'issue fatale, là, c'est un cancer avec plein de métastases douloureuses dans les os. Et puis, le cancer est généralisé, mais la personne, ça va y prendre plusieurs semaines avant de mourir. Et la personne le demande. La personne le demande. Il y en a qui sont en souffrance et ils le demandent. Faites quelque chose. Je suis plus capable. Ouais. C'est ça. Puis, en France, dans leur manifeste qu'on pourra probablement lire demain, c'est ce qu'ils disent. Ils disent quand les moyens, tout moyen thérapeutique n'arrive plus à soulager. Par exemple, qu'on ne peut plus promettre rien. Je vais donner un exemple. J'ai un poulain l'année passée, un très beau poulain, qui s'est cassé une patte, fracture ouverte. Comme un peu la même chose que ce qui est arrivé à Barabas, le cheval. Oui, le cheval qui a gagné le Preakness, qui a gagné une des épreuves de la triple couronne américaine l'automne dernier. A été finalement abattu parce que après il y avait une fracture. C'était pas une fracture ouverte, c'est une fracture fermée, mais en éclat. Ils ont essayé de réparer ça, puis à un moment donné, là, ça allait de complication en complication. Alors, ils ont été confrontés avec le fait qu'ils ne pouvaient plus laisser souffrir l'animal inutilement. Alors, mon poulet avait une fracture ouverte dans le bas de la patte. Alors, c'était irréparable. Et c'est bien évident qu'il était hors question que j'attende que la mort, ça aurait pris 4-5 jours avant que la plaie s'infecte, une septicémie, et mon poulain serait mort 4-5 jours plus tard. Mais on n'a pas le droit, on n'a pas le code criminel est très clair là-dessus, tu n'as pas le droit de laisser souffrir inutilement un animal. Il faut abréger ses jours. Mais tu n'investirais pas de l'argent pour un animal au point où tu dis on va essayer, on va lui... Non, ça ne serait pas non. Une fracture ouverte, chez un cheval, c'est connu, une fracture ouverte de cette envergure-là, alors une fracture totale, la rupture totale, avec, tu sais, puis ouverte en plus à la peau, ça c'est évident que ça ne se répare pas chez les chevaux. C'est pas comme chez les chiens ou même chez les veaux. On a déjà eu une fracture, un veau qui s'était cassé une patte, on lui avait fait mettre un plâtre puis on l'a réchappé. Ça avait donné une très belle génisse. Alors chaque espèce a ses exigences. Et c'est pour ça que l'euthanasie chez l'humain se discute. Parce que dépendamment des maladies, dépendamment des circonstances... Tu peux t'en sortir. Tu sais, quelqu'un qui est dans le coma, décider pour lui de retirer parce que le coma dure depuis très très longtemps. Non, ça c'est difficile. Aussi, ça dépend de ce qui est arrivé au cerveau, ça dépend des contusions. S'il y a eu une hémorragie telle que la majeure partie du cerveau est scrappée, c'est bien évident. On arrête en quelque part. Là. Oui. Mais par contre, quelqu'un qui le demande, si on s'en tenait rien qu'à ça, combien de gens qui nous écoutent ont vécu des expériences comme ça? S'ils avaient eu les moyens d'alléger les derniers moments d'un proche, si ça avait été légal, ils l'auraient fait parce que c'était insupportable. Regarde, la loi suit. Janine, il est important qu'on se dise que généralement, les lois suivent les us et coutumes et non pas les précèdent. Ne demandez jamais la permission légale de faire quelque chose, vous ne l'aurez jamais. La loi dans de sales draps, Pierre, tant que c'est pas passé. Janine, les lois viennent cautionner des utilisations courantes. Alors, avez-vous... Elles ne permettent pas des utilisations courantes. C'est très rare. Alors, on va, après avoir parlé de tout ça, là, on pose la question, avez-vous déjà vécu une expérience en ce sens où vous auriez dit, si j'avais les moyens, je t'aiderais à mourir parce que tu souffres trop? 790-0224, 1-800-667-52-41. Bon, est-ce que vous avez déjà souhaité alléger les souffrances d'un proche et l'aider à mourir, tout ça à sa demande, parce que c'est rendu insupportable. Les gens qui sont en phase terminale de cancer, les douleurs sont difficilement contrôlées. Je dis que, s'il me le demande, elle me le demande, est-ce que je le ferais? Si j'avais le pouvoir de le faire sans qu'il souffre. Mais Janine, qu'est-ce que tu fais dans ta démarche? Je comprends ta démarche, qui est enrobée de sensibilité et d'humanisme. Mais qu'est-ce que tu fais de la création d'emplois autour des mourants? Là, si tu commences à décider qu'il y a des cas qu'on va euthanasier... Il y a assez de monde malade, Pierre, irrécupérable. Non? Non, écoute, c'est une industrie, les mouroirs. C'est en train de devenir une industrie. C'est une industrie créatrice d'emplois où il y a beaucoup d'argent et de plus en plus des gros budgets. Alors, on va aller aux appels. Pierre, vous soulevez quelque chose, mais moi, je me dis, bon sang, on n'arrête pas de nous hurler qu'il n'y a pas de budget. Janine, non, les budgets, écoute, il y a trop d'argent. Écoute, 23 milliards pour les services sociaux et la santé. Janine, viens pas me dire qu'on manque d'argent au Québec là, avec 23 milliards. 23 milliards, pas millions. Milliards.
23 milliards. On va aller à Marina. Bonjour, Marina. Est-ce que... Oui, non, je me suis trompée, là. C'est Suzanne, excusez-moi. Bonjour, Suzanne. Bonjour, madame. Moi, je vous ai déjà appelé au sujet de mon fils. Oui. Mais je vais vous en parler. Mais avant, j'aurais fait un petit message à faire. Oui. Un message à vos tweets là, qui vous enregistrent. Ça m'a énormément insulté quand ils ont dit que c'était tout du monde, là, tout croche. Moi, je suis universitaire. Je gagnais, parce que j'ai pris ma retraite l'année dernière, plus que dans les 6 chiffres par année. Donc, je pense pas que je suis une tweet. Et je trouve très, très, très grave que le Collège des médecins ait cette opinion-là, des gens qui vous écoutent. Vous m'avez appris énormément côté humain. Et grâce à vous, j'ai pu changer des comportements à temps avant que mon fils décède. Et maintenant, si je suis capable de vivre peut-être son départ, ben c'est un peu grâce à vous. Parce que je me suis sentie drôlement coupable si je vous avais pas eu comme être à l'écoute de vous. Bon, ouais. C'est très bien. Et Suzanne, si ça peut aider à clarifier une dimension, j'ai dû rappeler à certains tweets, effectivement, qu'il a été démontré lors des BBM que 24% des auditeurs de notre tribune l'après-midi possèdent un diplôme universitaire. Mais oui. Alors, de venir dire que c'est des vulnérables et des faibles d'esprit qui nous écoutent l'après-midi, là, c'est vraiment méprisant envers le Québec. Et même, moi, je me suis rendu compte, parce que vous êtes très humain, que quand c'était des gens que vous rendiez qui avaient des limites, vous êtes d'une compréhension et d'une gentillesse incroyable avec ces gens-là. Oui, mettez le frais. Et ça, vous avez remarqué ça, vous? Pardon? Vous avez remarqué ça, vous? C'est sûr. Et on vous sent plein de tendresse, de compassion, c'est-à-dire. Et vous êtes très, très humain. Mais vous brassez les gens qui méritent d'être brassés. Les borderline, là, qui se pensent, les germaines de ce monde, là, ben, vous les brassez, puis tant mieux. Moi, monsieur, je vais vous raconter... C'est un beau témoignage, Suzanne. Merci. Ça fait 3 ans de ça, déjà. Je vous ai déjà appelé. Suite à une erreur médicale. En tout cas, mon fils a fait une thrombose cérébrale. Et moi, j'ai exigé une rencontre avec le neurologue. Et j'ai dit, vous allez m'expliquer les dégâts qu'il y a dans sa tête. Oui. Et il m'a dit, écoutez, il y a eu une hémorragie majeure, la moitié du cerveau. Et comme j'étais là 24 heures sur 24 à l'hôpital pendant au moins 16 jours, je voyais comment son cerveau s'était dégradé. Vous savez, il n'y avait plus d'inhibition, rien. J'ai demandé que les traitements soient arrêtés. Comme il y avait eu une transplantation, le fait que j'ai refusé qu'il y ait de la dialyse. OK, c'était ça. Et si je vous disais que je me battais heure après heure. Pas avec les grands spécialistes, pas avec le neurologue, je dois dire, ni le chirurgien, mais les petits gosseux là, qui veulent monter dans, ni plus ni moins là, les résidents. Ils m'ont traité là, comme si j'étais une mère marrante. Je dois vous dire que faire arrêter des traitements, faut pas penser à soi. C'est la chose la plus difficile pour notre enfant à faire de notre vie. Mais et ça prend énormément d'amour. Faut se mettre à la place de l'autre personne et c'est ton enfant là qui est là. Oui. On rit pas là. Qu'est-ce qu'il ferait lui et qu'est-ce qu'il souhaiterait qu'on fasse pour lui? Alors c'est beaucoup plus difficile que si c'était ton mari. Parce que moi, j'ai déjà vécu, je suis devenue veuve à 33 ans. Je me suis retrouvée chez les manches, j'ai cru que j'allais à l'université, puis j'ai continué, c'est-à-dire ce que j'avais déjà commencé, et j'ai gagné très bien ma vie après. Mais il reste que j'ai dû me battre, hein, et on me traitait, là, et on me faisait même du chantage. Dans quel sens? Ben, regardez, comme, vous n'avez pas honte. Carrément comme ça, vous n'avez pas honte, vous n'oubliez pas que c'est vous qui décidez d'enlever la vie de votre fils. Mais les médecins vous disaient... tué. Ah oui, ah oui. Mais comme j'ai été habituée de me battre dans la vie, je me suis pas laissé faire. Parce que pour avoir un poste dans les années 70, dans les 6 chiffres comme femme, comme salaire, faut mettre nos culottes. Sans être une germaine. Mais, vis-à-vis mon fils,
étant donné qu'il a été malade toute sa vie, sans m'en rendre compte, Suzanne, j'étais accaparante. Quelle était la réaction du personnel des infirmières? Moi, j'ai eu un infirmier qui est venu me voir et me dit, « Madame, ce que je vais vous dire, là, lâchez pas. Vous avez parfaitement raison. Votre fils est devenu un beau cas. » Et oui, comme j'étais dans le nursing... Oui, mais quelle était ma question? Ma question concernait pas l'infirmier, les infirmières. Moi, avec les femmes, je m'entends pas bien. Quelle était la réaction des infirmières entourant votre fils? Je vous dirais qu'il y en a qui étaient compatissantes, et il y en a qui étaient chiantes. Mais très peu. Je me suis bien entendue avec un infirmier qui me dit « Tenez votre bout, vous avez raison. » Oui, ça je l'ai entendu. Ça je l'ai entendu. Mais je vous dirais que je trouve qu'il y en a qui font des jobs extraordinaires. Et il y a eu des infirmières auprès de lui. Comme il y avait une infirmière avec lui 24 sur 24, j'en ai vu des infirmières. Je sais, j'en doute pas. Il y en avait qui faisaient des... Et je vous dirais que c'est les plus âgés qui étaient compatissantes. Mm-hmm. Mais les petites jeunes, ils ont du chemin à faire parce que, je ne sais pas de la façon qu'ils ont été élevés, mais ils sont pas mal tête folle. Et ils voyaient que j'étais torsionneuse et ça faisait chier. Vous étiez là? J'étais là. Absolument. Vous laissiez pas de terrain. Non, ça fait tant d'heures. Il a le droit à sa piqûre, puis j'allais la chercher, puis tu vas lui donner. Oui. Oui. Mais vous l'aviez assez vu souffrir toute sa vie. Il y a eu des problèmes rénaux toute sa vie, votre garçon? Il était diabétique juvénile. C'est ça. C'est ça. Puis le médecin, le chirurgien, le neurochirurgien, puis tout ça, vous avez dit qu'il y avait des dommages. Vous avez parfaitement raison. Mon fils était une intelligence supérieure. Écoutez, il y avait en haut de 140 de patients. Alors, puis il m'avait dit, je me fie à toi. Moi, la seule chose que je veux pas perdre, j'ai assez de choses dans ma vie, je veux pas perdre mon cerveau. Si tu veux que je perds mon cerveau, j'aime mieux mourir. Ouais. Et ça, je l'ai respecté. Et c'est ça, aimer. Respecter l'autre dans ses besoins. J'ai pas dit que ça va me faire plus mal. Aimer, c'est respecter l'autre dans ce qu'il est. Ouais. Merci infiniment, Suzanne. Merci. Alors, il y a un débat qui est soulevé actuellement en France. Il y a un médecin et une infirmière qui sont poursuivis pour avoir allégé les dernières souffrances de patients. Et il y a 2000 médecins et infirmières qui vont publier demain un manifeste pour dire dépénaliser le geste, dépénaliser ça, pour qu'on puisse alléger des gens qui demandent à mourir parce qu'ils ne sont plus capables de souffrir. Alors, on demande aujourd'hui à nos auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez déjà été confrontés à cette réalité-là, c'est-à-dire un proche, quelqu'un que vous aimez, qui est plus capable, qui est au bout du rouleau, qui est en souffrance, condamné, on ne peut plus rien faire au niveau thérapeutique, et puis on est dans un pays où on ne permet pas ça. Tu sais, l'espèce de est-ce que je le fais même si c'est illégal, etc. 790-0224, 1-800-667-5241. On va à Maurice. Bonjour, Maurice. Bonjour. Oui, bonjour, Maurice. Mon père, c'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Et puis, c'est un homme qui, même à 74 ans, il était solide. Il conduisait sa voiture, il rentrait son bois, c'est 22 cordes de bois chez eux. Et puis, il a toujours dit, moi, le jour, je serais plus capable... Non, 22 cordes de bois, sa maison était tombée mal isolée. Tout à fait, c'est une maison de tête. Mais mon père, c'est un homme orgueilleux, il voulait pas déménager, il voulait pas isoler. Ouais, parce que 22 cordes de bois, là, ça prend une maison qui est froide, qui est mal isolée. Ah, ben écoutez, là-dedans, on est en train de la démolir présentement. Ouais, une vieille maudite maison mal isolée, 22 cordes de bois, ça fait du bon sens. Mais faire déménager quelqu'un qui veut rester là, c'est pas évident. Lui, il était bien là-dedans. Continuez, Maurice. Alors, mon père... Et il nous a toujours dit, le jour où je serais plus capable de conduire ma voiture, les gars, puis qu'à partir de là, je serais plus capable de marcher, étirez-moi pas, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Puis, en 2001, mon père a fait un ACV. Il est paralysé tout d'un côté. Alors, plus de permis de conduire. Ouais. C'est que là, lui, il était tombé dépressif, puis il demandait toujours à partir. Puis il regardait en haut, puis il disait, laisse-moi partir. Puis là, il nous avait demandé, il dit, écoutez, les gars, s'il m'arrive quelque chose, je veux pas qu'on me réanime. Puis mon père a eu un accident par pur hasard en 2002. Puis là, on est arrivé à l'hôpital. Puis les médecins nous ont dit, ben là, on peut encore faire en sorte de le mettre sur ses respirateurs, ça va guérir, parce qu'il s'avait perforé avec ses côtes le poumon. Et on va l'étirer, puis là, à partir de là, mon père, il voulait mourir, il était rendu, il donnait des antidépresseurs, des pilules pour ci, des pilules pour ça. C'est que nous autres, moi et mon frère, on a dit non, c'est assez. S'il part,
il part. Puis je veux pas avoir de réanimation, je veux pas avoir de toutes les cochonneries que vous allez mettre avec ça. Il part, il part. C'est bon. Et à partir de là, ben mon père est décédé peut-être une semaine et demie plus tard. Il a eu le temps de voir ses frères. Puis, il est resté conscient? Il y a eu un petit regain. Il y a eu un petit regain de vie pendant 3-4 jours durant que ses frères et sa belle-sœur étaient là. Puis après ça, quand ils sont partis, la journée d'après, le samedi, 5 octobre 2002, il était parti. Mais il était conscient à peu près jusqu'à la fin? Oui. 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 Il était conscient jusqu'à la fin, mais là-dedans, les médecins ils ont donc essayé, par contre, à ce qu'on lui administre le respirateur, parce qu'ils l'ont mis sur respirateur peut-être pendant les premiers temps, jusqu'à temps qu'on lui dise non, arrêtez ça, là. On veut pas qu'on l'étire pour rien, là. Il veut partir, lui, puis il devenait très, très dur à vivre, parce qu'il voulait plus vivre. Lui, il ne voulait plus. Le Saint-Esprit, là, il était très saint d'esprit, il voulait plus vivre. Alors, les médecins, lui, s'astinaient à le mettre sur le respirateur. Ils disaient, bon, mais il veut pouvoir vivre encore facilement, encore un 2 à 5 ans. Tu sais, et ça peut pas être plus. Ils disaient, on veut pas qu'il... Mon père s'est enlevé toute estime de lui. Il était plus... Vous savez, Maurice, dans des années d'amélioration spectaculaire des moyens médicaux pour prolonger la vie. Votre témoignage prend toute sa force, son essence. C'est que on a maintenant et on va continuer à développer des moyens raffinés de prolonger la vie. Mais prolonger quelle sorte de vie, ça c'est une autre affaire. C'est dans quelles conditions? D'où l'importance des familles d'être très vigilantes face à l'acharnement médical. Oui, mais c'est très difficile parce que... C'est du cas par cas, Maurice. C'est important de se dire, Janine et Maurice, chaque cas devient un cas d'espèce. Oui, parce que Maurice, si votre père vous avait manifesté un goût de la vie, puis comprenez... On aurait respecté, on va avec lui, on va à la guerre s'il faut, mais il va rester plugué. Ou bien votre père, pour X raison, est une espèce de feluette pessimiste qui a toujours demandé à mourir toute sa vie. Ben là, M. Mailloux, je dois vous arrêter parce que vous tapez dans une affaire que je vous avais jamais parlé et vous êtes tombé dans le mille. Oui, et... Oui, parce que on s'est déjà parlé, mon père était toujours été un paresseux, était un homme qui était pas vraiment un homme, mais à partir de là, oui, une faluette, c'était vraiment ça. Je pense que il se tenait là par orgueil, mais c'était tout, là. Et lorsqu'il quand il n'a plus été en mesure de pouvoir l'orgueil le garder là, il demandait à partir. Mais je pense qu'il voulait même partir, même avant nous, parce qu'il a laissé quand même une grosse famille, lui, dans l'Ouest canadien, pour l'abandonner, puis s'en aller au Québec, puis il a rasé de s'accrocher une couple de fois aussi, avant que je vienne au monde, puis avant que mon frère vienne au monde. Bon. Alors, c'est pour ça, d'où chaque cas est un cas d'espèce. Ouais. Soyons prudents, parce qu'à un moment donné, il y a des espèces de feluettes tout le temps découragées à la moindre difficulté, et l'euthanasie, c'est pas fait pour les exterminer, eux autres, là. Non. Mais par contre, un feluette peut arriver dans un état d'agonie. Oui, mais M. Mailloux, ça a laissé des marques envers nous aussi, hein. Parce que nous aussi, on est tendance, lorsqu'il y a un moment trop difficile, de vouloir dire « Ah, c'est trop noir ». On lâche. On veut lâcher. Okay. Alors, vous comprenez que c'est pas bien. Là, moi, je sais maintenant le processus, puis comment ça fonctionne. Puis je fais en sorte de profiter de la vie. Tu sais, vous saviez, des fois, vous me disiez « Avez-vous des activités? Avez-vous des sorties? C'est quoi votre sociable? » Oui. Tu sais, ben, c'est ça. Moi, j'en ai du sociable. C'est là-dessus, je me suis reviré. Oh, c'est bien ça. C'est plaisant. Puis je sors en famille. Quel âge avez-vous, Maurice? 34 ans. 34 ans? Oui. Intéressant. Oui. Alors, c'est surtout ça. Mais mon père, lui, il demandait à mourir parce qu'il n'a jamais pu avoir ça. Il a toujours trop pris la vie au sérieux. Alors, lui, il voulait partir. On l'a respecté là-dedans. C'était facile parce que ma mère était capable. Et c'était réaliste. Le point que je veux emmener, c'est est-ce que le désir de mourir, d'en finir de votre père, était réaliste dans les circonstances? Oui. Voyez-vous, c'est la question à se poser, et c'est du cas par cas. Il devenait très impatient, il ne voulait plus prendre ses médicaments, il devenait très agressif et avec ma mère. Puis lorsqu'il est devenu, parce qu'il est paralysé tout d'un côté, hein. Alors là, ce qui devenait très, très... Là, c'était difficile. Ma mère ne pouvait plus le laver. Il ne va pas se laver par personne d'autre, alors. On appelle ça un calvaire. Oui. Pour les deux et pour la famille. Alors, la définition de l'euthanasie, entrait-il dans cette définition, qui est un ensemble de méthodes
qui procure une mort sans souffrance afin d'abréger une longue agonie ou une maladie très douloureuse à l'issue fatale. Ouais. Est-ce qu'il était en proie à une longue agonie? Une très longue agonie. Une très longue agonie. Oui. Qui durait depuis des années, dans le fond. C'est dur à accepter ça de notre père, parce que toute ma vie, je me suis fait des scénarios pour essayer de le sauver. Maurice. C'est toute ma vie. Petit mensonge à vous-même. Et à la fin, à la fin, on était content de le laisser partir. Petit mensonge à vous-même. Oui, c'est des mensonges à nous-mêmes. Ce n'est pas votre père que vous vouliez sauver. C'est le petit Maurice que vous vouliez sauver. On voulait de l'attention de notre père. Voilà. C'est le petit Maurice que vous vouliez sauver. Moi-même, j'ai fait une tentative de suicide à l'âge de 14 ans pour avoir l'attention de mes parents. Bon. Ouais. Mais aujourd'hui... Soyons prudents, Maurice, de ne jamais se mentir à soi. Merci, Maurice. Merci beaucoup. Alors, sujet sensible aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà souhaité alléger les souffrances d'un proche, l'aider à mourir si vous en aviez les moyens pour éviter la souffrance de la faim, là, qui devient insupportable et la personne le demande de mourir. 790-0224. Alléger les souffrances de quelqu'un qui est à l'agonie, qui est encore conscient et qui demande qu'on le libère de ses souffrances en l'aidant à mourir. Bon, il y a un manifeste, là. Il y a un manifeste, les signataires d'un manifeste, 2000 médecins et infirmières en France, qui demandent l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires à l'encontre des soignants mis en accusation. Il va y avoir un procès qui va commencer, là. Un médecin et une infirmière qui ont aidé quelqu'un. Du même souffle, soyons prudents pour ne pas que certains individus deviennent de véritables escadrons de la mort. Non plus, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas un sujet facile. C'est du cas par cas, c'est pour ça qu'on en parle tranquillement. Et c'est pour ça, Pierre, qu'aujourd'hui, on en parle à nos auditeurs, nos auditrices qui ont peut-être vécu des expériences où ils se seraient dit, tu sais, un proche, un parent qui se meurt et qui demande, là. Tu peux pas faire, ce n'est pas permis ici, même pas au personnel hospitalier. N'est-ce pas? Il y a des petites affaires qui se passent, puis ça se passe en douce, mais il y a toujours menace de poursuite. Ouais, qu'est-ce que tu penses? Il y a toutes sortes de réactions et que ça n'est pas discuté ouvertement. Je pense que c'est important, comme on le fait, d'en discuter sereinement, calmement, et qu'on s'éclaire collectivement afin de convenir de réactions et de moyens. Ce que je suggère dans ces cas-là assez régulièrement, c'est que la responsabilité ne relève pas nécessairement d'un comité d'éthique. Parce que les comités d'éthique, là, je commence à en avoir plein le casque de ça. Et plus souvent qu'autrement, ça m'effoire les comités d'éthique. Ce qui est bon, c'est le médecin traitant, une infirmière, un membre ou deux de la famille. Comprends-tu? Oui. Une petite équipe, là, improvisée. Et si c'était qui connaît intimement l'individu. Parce que le grand comité d'éthique de l'hôpital, là, c'est froid et c'est loin, c'est ça. Bon, merci. Oui. Merci. Tu sais, la distance m'inquiète. Tu sais, regarder un dossier puis régler ça sur dossier, ça fait plusieurs fois que je me fais régler mon compte sur dossier. C'est drôle, moi, dans mon cas, là, ça a presque toujours mal tourné. Oui. Alors, on va aller à Nicolas. Bonjour, Nicolas. Ceux qui sont proches de moi m'aiment bien, puis ceux qui m'étudient par dossier, on dirait qu'ils cherchent juste à me planter. Je suis en train de nourrir une petite paranoïa, là. Bon. Alors, Nicolas, oui, bonjour. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, je dirais Monsieur, Docteur. Monsieur Nicolas, vous êtes le bienvenu. C'est pas la première fois que je vous appelle. Allez-y gaiement. Je ferai une petite parenthèse. Je suis parfaitement d'accord avec la madame qui vous a parlé avec le salaire de plus de 6 chiffres. Oui. Moi, j'ai plus que 60 ans. C'est la 4e fois que je vous appelle et puis ça fait plus que d'une demi-heure que je fais patience pour avoir le privilège de vous parler. Allez-y, Nicolas. On vous écoute. Je ferai une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que vous avez laissé un mot dans le dictionnaire français? Lequel? Maïotique. Non. Non, c'est une blague. Hein? C'est une blague. Non, c'est vrai. Mais ça s'écrit pas avec M-A-I-2-L. Ça s'écrit M-A-I-E-U-T-I-Q-U-E. Maïotique. Trouvez-vous là-dedans? Et qu'est-ce que ça veut dire, maïotique? C'est l'art de faire découvrir à l'interlocuteur, par une série de questions, les vérités qu'il porte en lui. Est-ce que vous voyez Maillot là-dedans? Prédestiné. Non, mais vous avez un nom prédestiné, le mot existe vraiment? Oui. Ça vient du grec
D'ailleurs, l'euthanasie, moi je suis grec. Hein. Le mot euthanasie, ça vient de le EU, qui veut dire positif ou pour ou qui provoque. La thanasie, le thanatos, qui veut dire la mort, ouais. Oui. Le maïotique, ça vient du mot grec meieftiko, qui veut dire l'art d'accoucher. Ah, ben, j'ai mon voyage, la maïotique. C'est bon, de Pierre. Alors, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête et j'en profite aujourd'hui. Oh là là! On va là aujourd'hui. La maïotique. Ce sera l'étymologie de votre nom, Pierre. Vous étiez prédestiné. Oui, peut-être. Allons-y. Oui, on vous écoute maintenant. Docteur Maillot, vous me rappelez énormément du feu docteur Roland Albert, surtout avec ce que vous vivez actuellement. Et je partage votre douleur et je suis très, très sûr, comme vous l'êtes, que vous allez pouvoir surmonter tout ça. Ça devrait. On va essayer. Glorieusement. Oui. Alors, ça c'est étant dit. On revient à notre sujet de l'euthanasie. Oui. Il y a quelques années, je voyais un documentaire en Hollande, ceux qui étaient pour l'euthanasie et ceux qui n'étaient pas pour. Alors, il y avait un docteur qui spécifiquement voulait prouver son point de vue, pourquoi il était pour l'euthanasie. Il parlait d'une dame qui avait le cancer à la bouche, à la langue, probablement. Oui. Je ne me rappelle pas de détails. Et il disait, cette personne-là ne va pas mourir à cause du cancer, mais elle va mourir suffoquée. Alors, où est l'oncologue lorsqu'il va mourir suffoquée, cette pauvre dame? Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est qu'on se dit, ce cas-ci, ça ne va pas arriver chez nous. Et on a vécu ce cas-là. Vous l'avez vécu? Pas moi, Pas vous. Dans la famille. Dans la famille, c'était pas la langue, c'était le cancer du poumon. Oui. Alors. Et est-ce que la personne demandait, la personne de votre entourage demandait à être allégée, Pierre? Ce que je peux dire, tout c'est une question, un climat de confiance. S'il y a ce climat de confiance entre les professionnels et, comme vous l'avez dit, la famille, tout ça se passe en douceur et sans vraiment trop discuter et trop de formalités. Oui. Est-ce que c'est ça qui est arrivé, Nicolas? C'est ça qui est arrivé. Bon, alors ça s'est fait en douce et ça a été favorisé comme tel. C'est ça. Mais le climat était propice. Oui. Et puis, il y avait une coopération. Et puis, c'était un peu une situation claire où il n'y a pas de chicanes, d'héritiers et toutes ces affaires-là. Oui. Et c'est ça le grand problème qui se passe souvent. Nicolas, vous faites bien de le soulever. Le milieu médico-nursing a avantage à être très prudent dans les cas d'individus agonisants parce que les héritages peuvent favoriser l'accélération de l'agonie. Oui. C'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. C'est pas évident, cette histoire-là. Oui. Il y a toutes sortes de motivations, puis comme vous dites, un climat de confiance réciproque dans les motivations. Mais quand Par exemple, il y a des milieux hospitaliers qui sont tannés de garder un agonisant, peuvent vouloir accélérer sur cette base-là la fin de sa vie. Et cette personne-là voudrait, elle, aller jusqu'au bout. Ça se peut, hein? Oui, tout ça existe, les amis. Un gros merci. On parle d'être témoin de la souffrance humaine. La personne qui souffre est en phase terminale, bien le mentionner. La phase terminale, plus aucune chance de s'en sortir. Et demande à être aidée. Elle veut mourir, là. Nicolas a soulevé, Janine, une dimension qui est pas trop chic, dont on parle très peu. Et c'est le type d'agonie qui accompagne habituellement certaines formes de cancer. Et effectivement, il y a certains types de cancers où les personnes vont mourir étouffées et non pas le cœur qui va arrêter. Oui. C'est pas tellement des belles morts. C'est pas tellement chic. C'est ça. Alors, ce dont on discute cet après-midi a toute son importance, a toute sa valeur, a toute son... Oui, quand tu dis ça n'a plus de bon sens, on parle même pas d'acharnement thérapeutique. La personne, là, elle est rendue au bout. Le code, l'article 446 du Code criminel du Canada nous empêche de mettre des animaux dans une situation de souffrance excessive. Alors, on va à Juliette tout de suite. Tu comprends? Il est criminel de faire souffrir inutilement un animal. Moi, j'aimerais bien, Janine,
que pour les humains, on applique simplement l'article 446 du Code criminel. Certains vont dire, Pierre, on a maintenant un arsenal antidouleur. Correct, on va à la morphine, on va au maximum de ce qu'on peut, là, en général. Mais toutes les souffrances ne sont pas couvertes. Hein. C'est ça que je comprends, Pierre, de tous ces messages-là. Janine, oui. Même si je te soulage de ta douleur, avec certains types de cancers, de la gorge, de la bouche, etc., tu vas mourir étouffé. C'est ça. C'est ça. Comprends-tu? Oui. Fuck l'analgésique. Tu vas mourir en suffoquant. Et pour éviter ça à un proche... Tu comprends-tu? Oui, absolument. Alors, la réalité, c'est ça. Ouais. Et on n'a pas le droit de faire ça avec des animaux. C'est criminel. Tu vas être traduit en cause si tu fais ça avec un animal. Oui, c'est des morts horribles. Hein? Alors, 790-0224... Sans dramatiser, là, il faut se dire les choses comme qu'elles sont. Alors, on parle à Juliette. Je vais juste redonner le numéro de téléphone pour les régions. C'est 514-790-0224. C'est bon? C'est ça, hein? Bon, c'est le bon numéro. Puis on parle à Juliette. Bonjour, Juliette. Oui, bonjour. Bonjour, Juliette. Je voulais partager avec vous l'expérience que j'ai vécue il y a environ 10 ans. En 92, mon mari a été diagnostiqué tumeur au cerveau en phase 5, phase terminale. Oui. C'est arrivé très abruptement. Il a fait une crise d'épilepsie et c'est suite à son transport à l'hôpital que les médecins, après avoir fait les examens poussés, ont détecté la tumeur en question. Oui. Alors, on n'était pas du tout préparé à ça. Et ironiquement, mon mari était la personne qui m'avait dit tout le long de sa vie que lui, il avait une peur morbide des hôpitaux, de la maladie, puis il me disait, si Jésus il m'aime, il me fera pas mourir d'une maladie, il va me faire mourir d'un accident d'auto. Alors là, vous comprenez qu'avec une tumeur, on a eu recours à l'opération dans un premier temps, et l'opération n'a pas pu enlever toute la tumeur, donc ça a été bien sûr la radiothérapie est assez agressive, de même que la chimio. Le médecin avait pronostiqué un 4 mois de survie. Pendant ces 4 mois-là, on a demandé à mon mari, qui avait passé par toute la phase là de révolte, de déni, finalement, d'accepter, s'il était prêt à vouloir suivre un protocole pour des médicaments. Alors, il s'est dit, pour un protocole de recherche, alors il s'est dit, si ce qui m'arrive peut aider quelqu'un d'autre, je le fais. Cependant, vous me promettez que la journée où je vais commencer à souffrir, on arrête tout. Et c'était ce qu'il m'avait demandé à moi et au médecin. Oui. Alors, le médecin et moi-même, on avait acquiescé. Moi, je lui avais promis que la journée où je verrais qu'il commençait à souffrir, je demanderais qu'on arrête tout. C'est-à-dire souffrir dans le sens d'agoniser. Oui, les gros maux de tête, ça veut tout. Oui, soyons très clairs. L'agonie, c'est l'étape qui va mener à la mort indubitable. La souffrance physique, on parle même pas de la souffrance morale, parce que ça va être temporaire, mais souffrance pré-mortem. Non, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est important. Agoniser, agonie. Le mot agonie prend toute sa valeur, son sens dans notre discussion. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très souffrants pendant de nombreuses années, puis on trouve une thérapie. Puis s'ils avaient voulu mourir, ce serait fait. C'est ça, exactement. Oui, il faut faire attention, là. Oui. OK, allons-y tranquillement. On risque de pas trop se perdre. On vous suit. Parce que, justement, le médecin avait dit qu'il était en phase terminale. Alors, OK. Il y avait quel âge, soit dit en passant? 40 ans. Bon, OK. Continuez. Alors, il y a eu le traitement, le protocole pendant environ 1 an et demi. Bon, comme il disait, il achetait du temps. Mais le temps qu'il achetait était quand même assez bien. Naturellement, il pouvait... Juliette, qu'est-ce que c'était comme traitement, juste par curiosité? Bon, là, vous me demandez quelque chose. Vous en souvenez pas? Non, pas du tout. En tout cas, c'est un nouveau truc. Mais ça allait bien. Ça allait bien jusqu'à un certain point. Même, je me souviens qu'une journée, le médecin lui avait dit, la vie vous fait un cadeau. Oui. Même le médecin était et avec le genre de tumeur au cerveau qu'il avait, normalement, il aurait dû mourir en dedans de 4 mois. 2 à 4 mois. Bon. Exactement. Mais alors là, ça faisait 1 an et demi, puis... 1 an et demi, puis bon, c'est sûr qu'il ne travaillait plus, il était à la maison, il pouvait plus vraiment là rester seul, se déplacer seul, alors on s'organisait. Puis, faut dire aussi qu'il était suivi avec le dilantin pour les crises d'épilepsie. Oui, exact. Et bien contrôlé? Est-ce que le dilantin contrôlait bien les crises? Et voilà. Et quand le dilantin a
commencé à mal contrôler, c'est là qu'a été le début de la fin. Oui. Alors, c'est là qu'on a dû l'hospitaliser et le médecin lui a donné comme pronostic encore que là, la tumeur avait recommencé à grossir et qu'il n'y avait plus rien à faire. OK. Alors, il a demandé à ce qu'on arrête tout, sauf, il dit, mais il ne souffrait pas encore de façon intense. Non, mais la journée... Contraire, surprenamment, souvent, dans les cas de tumeur cérébrale, ça fait même pas mal. Et voilà, c'est ça. Ben oui, la plupart ne savent pas ça, là, mais le cerveau, c'est pour ça que les Africains, dans des tribus, ils peuvent trépaner, ouvrir le cerveau puis jouer dedans, ça fait pas mal. Une fois, c'est juste la calotte qui est sensible. L'intérieur est pas sensible. En tout cas, il y a très peu de monde qui savent ça, mais c'est vrai. Oui, parce que je me souviens que le médecin nous avait dit, il m'avait parlé à moi, puis il m'avait dit, vous savez, c'est vous qui allez plus souffrir dans tout ça, mais moralement, bien sûr, parce que mon mari, lui, était comme dans un état bien heureux. Il faisait ses petites affaires, mais il souffrait pas vraiment, sauf bien sûr quand il y avait les épisodes d'épilepsie dus au dilantin. Oui. Alors lorsque c'est arrivé là que le dilantin ne pouvait plus être balancé de façon uniforme, alors là, il a été hospitalisé et le médecin traitant était à mes côtés. Il m'a dit, la journée où vous voudrez que votre mari commence à se faire administrer des doses de morphine, tout de suite, on fait une demande pour des soins palliatifs, puis tout doucement, on va le laisser partir. Oui. Et c'est ce que nous avons fait. Et mon mari le savait, parce que je lui ai dit, je lui avais tellement promis que je ne laisserais pas aller la journée où j'étais, avant d'aller voir le médecin dans son bureau pour lui faire la demande, parce que les infirmières étaient pas contentes contre moi, parce qu'elles disaient, pourquoi vous voulez pas qu'on continue à lui donner d'autres médicaments antidouleurs et puis tout ça. J'ai dit non, quand on sera rendu à l'étape de la morphine, on s'en va en soins palliatifs et on va s'occuper des soins de confort, comme ils disent. Oui. Et j'ai toujours apprécié cette façon-là de parler des soins palliatifs, vraiment des soins de confort. Oui. Et le médecin... C'est vrai que c'est positif, Juliette. Oui. C'est la première fois que j'entends cette interprétation-là. Soins de confort au lieu de soins palliatifs. Absolument. Bon. Absolument. Pour le patient et pour la famille qui l'entoure aussi. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des médecins qui sont quand même, il n'a pas posé un geste spécifique, mais il a été à l'écoute. Naturellement, c'était une fin de non-retour. Je ne dis pas que si vous n'avez pas été une fin de non-retour, le médecin aurait eu la même façon. J'ai une crainte, Juliette, pour l'avenir. Quoi donc? La féminisation de la médecine pourrait changer les réactions face à la mort. Ah, peut-être. Je sais pas. Vous voyez, Juliette est une femme, elle comprenait tout à fait, là. Oui, mais c'est pas ça que je vais faire. Le milieu médical. Le milieu médical féminisé ne réagit pas tout à fait de la même façon face à la mort que le milieu des hommes. Et pourtant, il y a des femmes comme Juliette et tellement d'autres qui, rendues devant des souffrances qui en finissent plus, tu dis... Je parle des professionnels. C'est ça, Pierre, c'est ça. Je parle des professionnels. Ils ont peur de se faire poursuivre. Moi, je vois pas autre chose. Les femmes sont beaucoup plus peureuses, ils sont beaucoup plus hésitantes et elles sont nettement moins empathiques. C'est pas fin ce que je dis là. Oui, mais je dois dire, j'ai été chanceuse parce qu'à l'époque, c'était, je peux nommer l'hôpital où c'était l'Institut neurologique de Montréal. Oui. L'équipe qui était là avait même mis sur place, malheureusement ça n'existe plus aujourd'hui, mais un groupe de soutien pour les personnes qui étaient atteintes de tumeurs au cerveau, uniquement tumeurs au cerveau, et pour les familles, pour les conjoints et les enfants. Juliette, si ce groupe-là, un peu à l'instar d'Alanon, est pour vous faire avaler une agonie plus longue... Non, c'était pas ça. Oui, mais nous aurions avantage à être très prudents face à ces histoires-là. Mais c'est pas comme ça que je l'avais perçu, moi. Non, mais ça peut évoluer comme ça. Ah, peut-être, mais dans le mois, quand Et lorsque vient le temps de prendre des décisions extrêmement importantes, j'ai constaté que plusieurs femmes médecins ont beaucoup de difficultés. Ah bon? C'est possible quand l'émotion est en ligne de compte. Pardon? Quand l'émotion rentre en ligne de compte. Yes, madame. Bon. Et quand un personnel infirmier... Vous avez l'air à comprendre ça, vous. Oui. Ben, c'est la première fois que je rencontre une femme qui dit, gardons ça, ça se pourrait qu'il y ait des caractéristiques féminines qui interfèrent avec le jugement dans certaines circonstances précises. On avait déjà parlé de ça, Pierre, à l'émission, puis il était revenu sur la table que l'instinct maternel, c'est-à-dire que la femme donne la vie, face à la mort, certaines auraient de la difficulté. Mesdames, je dois dire que c'est le fun d'avoir l'impression d'être compris de temps en temps. Oui, ça me fait du bien cet après-midi. Merci beaucoup, Juliette, de votre appel.
Alors, on parle des derniers moments, des agonies, où la personne demande à mourir. C'est phase terminale, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que ça vous est passé par l'idée de dire, si personne ne fait rien, je le ferai, je t'aiderai, si je pouvais le faire? 790-0224, 1-800-667-5241. Face à quelqu'un qui est condamné, qui est en phase terminale et qui souffre beaucoup et qui vous demande de l'aider à mourir. Avez-vous vécu ça, une expérience comme ça? Dans toutes les familles, Pierre, il y en a. Un jour ou l'autre, on a à faire face à cette souffrance-là. D'autres ne demandent rien, vont prendre tous les médicaments et ça allège, puis ils sont capables d'aller jusqu'au bout, et d'autres ne sont pas capables. Tu fais quoi, là? Tu dis, qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans un pays où on ne permet pas de soulager? Ce qui est drôle... par la mort, je veux dire, en phase terminale. Ce qui est drôle et intéressant, c'est que les bien-pensants de notre société ne pourront jamais écrire un livre là-dessus et émettre des directives et un protocole de mort. Il n'y en a pas. Parce que ça va être du cas par cas. Et pour une fois, les efouérés vont être tassés. Et ça me plaît. Alors, on va à Donald. Les enculeurs de mouches vont être écartés. Bonjour, Donald. Bonjour. Bonjour, Donald. Bonjour. Avant de parler de mon cas, là, j'aimerais bien dire que je trouve ça bien malheureux que vous partez des ondes. Ça fait 7 ans que je vous écoute à tous les jours. Je trouve que ça va faire un gros trou dans ma vie. Nous verrons. La vie n'est pas finie, Donald. C'est ça, mais peut-être nous verrons. Peut-être ça va sortir sur un autre poste. Je le sais pas. En tout cas, moi mon cas, c'est ma mère que à un moment donné, elle a eu un ACV. Oui. Puis elle a tombé paralysée d'un bord. Oui. Elle s'est ramassée dans une centre d'hébergement à longue durée. Oui. Elle avait quel âge, Donald, quand c'est arrivé? Elle avait 81, je crois. Mm-hmm. Puis là, mettons, après 5 ans de temps sur le dos, puis tu sais, il y a bien des fois, puis elle avait dit avant, tu sais, elle était garde malade avant elle, puis elle connaissait le métier pas mal. Puis elle a toujours dit, elle a la dernière affaire qu'elle voulait qu'il arrive, qu'elle finisse ses jours sur le dos dans une place de même. Puis c'est de même, c'est arrivé. Fait que après 5 ans d'être là, à pas faire grand-chose, ils m'ont appelé un vendredi matin pour m'annoncer qu'elle était rendue dans l'hôpital régional, qu'elle avait une hanche ou un os dans le coin de la hanche de cassé. Fait que moi, j'ai dit, ben là, vous l'avez échappé ou quelque chose de même, puis c'est arrivé avec ça. Ils ont dit, non, c'est pas ça, c'est parce qu'ils ont découvert après avec les rayons X, puis ça, qu'elle avait le cancer des os. Mm-hmm. Et ses os étaient tout poreux. Oui. Elle cassait, juste en la manipulant, à casser. Fait que là, moi, j'étais à l'hôpital, puis j'étais à voir, puis elle était pas en bien bon état. Elle était lucide, par exemple? Elle était capable de vous parler ou... Pas vraiment. C'est très douloureux, ça me dit ça. Ouais. Est-ce qu'elle était souffrante? Elle devait être souffrante. Oh oui. Elle devait être extrêmement souffrante. Oh oui. Cochonnerie. Fait que là... Ça, c'est pas des belles agonies, ça. Non. Puis là, vous êtes dans le sujet d'après-midi, vous là, puis pas à peu près. Ouais, mais il y a une tournure pas pire là-dedans. Allez-y. C'est celle-là qui m'a... J'ai été voir les gardes malades, puis j'ai comme pour avoir les informations, puis ci puis ça. Fait que là, ils m'ont dit, là, c'est schedulé, un docteur tel va l'opérer demain matin. Fait que, j'ai l'opéré, il dit, il me semble, vous avez dit que les os, c'est tout pourri, c'est tout des gros, tout. Oui, vous aviez bien écouté, Donald, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça donne d'aller, là? Janine, c'est un homme. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez opérer là-dedans? C'est pourri, c'est comme un morceau de bois qui est pourri. Tu vas être capable de réparer ça? Oui. Ouais. Fait que là, eux autres, ils disaient pas plus ou moins. Là. Moi, j'ai tourné à sa chambre, puis ils ont dit, en tout cas, on va essayer de trouver le docteur qui va faire l'opération. Il est pas dans l'hôpital, mais on va le rejoindre, puis il va appeler, puis on va le mettre en contact. Moi, j'aurais bien aimé qu'on vous mette en contact avec le médecin généraliste qui s'occupait de votre mère.
avant de vous mettre en contact avec le chirurgien. Ouais, ben, ça Parce que le chirurgien, lui, il opère pas votre mère comme ça. Il opère votre mère sur consultation d'un médecin généraliste qui lui a adressé une consultation. Ben, et il juge qu'il peut faire quelque chose. S'il t'arrivait une autre affaire... En tout cas, allez-y, mais c'est le médecin généraliste que j'aurais aimé que... Ouais, auquel ça, vous... ça, je t'ai pas au courant, là. Ben là, je vous le dis, là. Ouais. Mais là... c'est comme ça que ça marche, là. C'est pas les infirmières qui appellent le chirurgien. Non. C'est le médecin de famille, le médecin généraliste, qui appelle un spécialiste. Ben, moi, c'est parce que quand j'ai été... L'infirmière, elle vous a un peu raidé, là. Ouais, mais j'ai rencontré un autre. Oui, continuez. Dans le couloir, c'était un jeune, un résident. Oui. Il était encore de ses études, là. Oui, un jeune résident en chirurgie? Ben, ou en médecine familiale? Lui, il n'a pas dit exactement. Il s'en occupait de ma mère, en tout cas. Oui. Il était peut-être résident en médecine familiale. Vont faire, ouais. En tout cas, continuez. Puis lui, il m'a tiré de côté, puis c'était un Européen, c'était un gars qui venait des pays des Est, là, je sais pas c'était quoi, Yougoslave, ou en tout cas, c'était pas... OK, allez-y. Lui, il dit, il va te dire quelque chose, mais il dit, il faut pas que tu le répètes, parce qu'il dit, moi, je vais être dans la merde. Il dit, ta mère, là, il dit, ils veulent l'opérer, mais il dit, tant qu'à moi, là, il dit... C'est complètement ridicule. Il dit, elle n'a pas plus que 3 semaines à vivre. Avec ce qu'on a vu, là, c'est sûr qu'elle ne fait pas 3 semaines. Non. Fait qu'il dit, moi, je te dis ça pour faire ce que tu veux avec, là, mais il dit, il sort pas mon nom là-dedans. OK. Oui. Donc, il vous suggérait de faire obstruction à l'intervention en question. Ouais, mais il dit, embarque-moi pas là-dedans, parce qu'il dit, moi, je vais être dans le jour. On a compris. Oui. On a compris. Fait que moi, j'ai retourné, puis finalement, les infirmières, ils ont dit, OK, ils m'ont appelé, ils ont dit, oui, on a le docteur tel, je me rappelle plus de son nom. Fait que, moi, j'ai embarqué le téléphone avec, puis j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, écoute, ça a-tu du sens, votre affaire, là? Bon, il dit, écoute bien, là, il dit, demain, là, c'est samedi, j'ai cancellé mon tournoi de golf pour aller faire cette opération-là, là. Fait que là, tu me dis, t'es pas d'accord, puis tu signes pas. Fait que moi, j'ai dit, ben, comme c'est là, non, je signe pas, parce que je trouve pas ça du bon sens. Il dit, ben là, faudrait qu'on se rencontre face à face. J'ai dit, ben, je pense pas que c'est une bonne idée. Fait que c'est ce que tu me dis là. Non. J'ai dit, t'es aussi bien au bout du téléphone. Puis t'es aussi bonne jamais de me rencontrer. Parce que j'ai dit, ton affaire, là, ça tient pas de bout de pantoute. Fait que là, il m'a raccroché le téléphone au nez. Et est-ce qu'il est allé jouer au golf? Ça, je sais pas. J'ai jamais entendu parler. Il n'est pas venu se présenter à l'hôpital. Moi, j'ai dit, écoute, ben non, que je sais, je pense pas. Parce que moi, j'ai dit, gars, fais un casque, là, tu sais, comme qu'il fait pour un jambe cassé. Tant qu'à moi, je voyais ça de même. Là. Oh, il fait un plâtre, ouais. Faire une plâtre pour garder ça, pas que ça bouge, pas qu'il aille mal. C'est tout. Puis c'est tout. Oui. Parce que là, on appelle ça immobiliser une fracture. Parce que là, tu dis anesthésie, tu dis encore souffrance, il y a les coupures de la chirurgie. C'est ça que l'autre m'a dit. Oui. Probablement, on passera même pas à travers. C'est ça. C'est pas ça. 86 ans, elle avait, De Pierre. plus en plus, Donald, vous faites bien d'appeler. De plus en plus, je soupçonne qu'il y a des histoires de ce type-là qui se passent. D'où l'importance de la vigilance dans la population. Le gars, il cancellait son tournoi de golf pour venir empocher combien? Combien ça lui donnait son opération? Ça, par exemple. Il n'y a aucune idée, mais ça va de l'air à l'affecter, en tout cas. Un petit 600 vite fait? Hein? Un petit 600 vite fait? Ah, aucune idée. Ouais. Un gros merci. Donald. Mais ça c'est pas fini. Non, ben c'est ça. Fini, moi, ce qui me pique ma curiosité, votre mère est décédée combien de temps après? C'est ça l'affaire. C'est que le samedi, ils ont fait le plâtre, puis ils l'ont tourné à son hôpital d'hébergement. Oui. Puis le lundi, le dimanche, ma soeur qui reste dehors de la ville a descendu. Oui. Elle garde malade. Puis là, en tout cas, elle était voir ma mère, puis elle était là dimanche. Puis là, lundi, elle a dit, gars, on va tous les deux aller à l'hôpital lundi après-midi. Mm-hmm.
Ben, j'ai dit, là, ça m'adonne pas, là. Ben, elle dit, t'es mieux de venir. Bon, elle sentait que ça s'en venait, là. Fait que là, on a été les deux. Oui. Puis j'étais au courant que les gardes malades là-bas donnaient une shot de morphine assez... un en arrière de l'autre. Oui. Parce qu'elle était très souffrante, oui. Puis ça la voyait partir. Ouais. Donc là, ça a pris à peu près 2 heures. Okay. Oui. Puis pouf, elle était partie. Alors, elle aurait subi... à 2 heures, puis à 4 heures, elle était partie. C'est ça. Elle aurait subi une chirurgie inutile, totalement inutile. Vous avez bien fait, Donald. Janine, tu te prononces. Non, mais... Pas ça, c'est de la pratique. C'est donner une opinion médicale, Janine. Donald a donné la fin de l'histoire. Ils n'auraient pas pu prolonger sa vie. Nous avons écouté une histoire extrêmement intéressante et interpellante. Face à un proche qui est en phase terminale, qui souffre beaucoup et qui demande de mourir là, pas dans une semaine, là. Comment on réagit? Comment on vit ça dans un pays où c'est interdit d'accélérer de façon officielle, en tout cas? Janine, oui. Me permets-tu de lire un courriel important? Oui. Qui nous vient de Louise. Vous n'avez pas de permission à me demander? Ben non, mais oui, cher Monsieur Mailloux, vous avez oublié le cas de Nancy B. de Québec qui demandait à être euthanasiée. C'est une femme médecin, Dr Marceau de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui la supportait dans sa demande. Les femmes médecins ont autant de jugement que les hommes médecins face à la façon de mourir ou aux interventions possibles en fin de vie. Je tiens à vous dire que bien des hommes médecins sont impatients, malhabiles vis-à-vis ces situations de fin de vie. Janine? Oui. Et Madame Louise? J'ai produit une expertise dans le cas de Nancy B. de Québec. Ah? On n'avait jamais parlé de ça. Non. Non. J'ai produit une expertise psychiatrique dans le cas de Nancy B. de Québec. Elle était saine d'esprit, c'est ça? J'en dis pas plus, là. J'en dis pas plus. Mais j'ai produit et j'ai été un agent important dans ce dossier-là. On peut décoder un petit peu, là, sans que vous ayez à le dire. Ah, vous savez, je réitère que face à certaines situations complexes, il y a quelques femmes médecins qui peuvent se tenir debout, mais lorsque ça sort de l'ordinaire, vous êtes mieux d'aller vous chercher un homme médecin qui est capable de défendre ses opinions. Il y en a peut-être, c'est pas tous les médecins, parce qu'il y a beaucoup d'hommes médecins qui pissent dans le culotte régulièrement. Mais dans des situations complexes, à haut taux de, pas nécessairement d'hostilité, mais à haut taux d'opposition. Oui. Trouvez-vous quelqu'un qui est capable de se tenir debout? Puis il n'y en a pas. Parce que Pierre, je me posais une question. Si un médecin dit... Merci au courriel de Louise, ça m'a permis de dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ça n'a jamais sorti, ça ne le pas. Vous pouvez pas aller plus loin, c'est ça. C'est parce que vous ne pouviez pas le commenter. Mais je pense qu'on peut décoder un peu. Je n'avais pas avantage non plus. Tu sais, contrairement, j'ai une certaine modestie. Contrairement à ce qu'on dit de moi, là, j'ai agi comme expert dans plusieurs centaines de dossiers complexes. Oui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez des idées. Tu sais, les grands cas qui se sont passés au Québec, là, le nom de Mailloux, il est régulièrement associé. Alors, puis on va aller à Marc. Oui. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Moi, je vais faire ça rapidement, parce que j'étais avec un cellulaire, c'était plus fort que moi, il fallait que je vous appelle. Allez-y. Disons que je vous conterai pas toute l'histoire, parce que j'en aurais pour l'après-midi. Il y a eu beaucoup d'étapes. Je vais commencer par vous dire d'abord que les soins ici au Québec, là, quand on est embarqué dans le système, c'est très bien. Moi, c'est ce que je pense. Mais là, pour la fin, là, on va parler juste de la fin du cancer de ma femme, qui avait 60 ans, qui a eu un début qui avait un cancer de l'utérus qui s'est généralisé. Oui. Ils l'ont rentré à l'hôpital, ils l'ont mis dans un endroit, là, en phase terminale. Pendant 5 jours, elle n'avait ni sérum, ni piqûre, ni rien, il la laissait mourir. Et elle souffrait épouvantablement. On remonte à combien d'années, Marc? À combien d'années de ça? 10 ans. 10 ans? Oui. Donc, rien, pas d'analgésique, pas d'antidouleur, rien. Là, il n'y avait plus rien, là. Puis là, la 5e journée, moi, j'ai fait une crise d'hystérie, là. Je disais pas après mourir du cancer, elle était après mourir de faim. Elle n'avait plus rien à manger. Elle était séchée, elle séchait. Il la déshydratait. Complètement déshydraté. Vous savez, vous n'avez pas le code criminel. Cruel, ça. Le code criminel du Canada défend d'agir comme ça avec des animaux. Je vous le dis. Bon, ben, Monsieur Mailloux, j'aurais pas le temps de plus que ça, là. Je vais vous dire quelque chose. Après ma crise, le même soir, elle est morte. À peu près 5 heures après. Oui.
Ben oui, c'est bien évident, elle était déshydratée. Elle était rendue au bout. Ben oui. Oui. Oui, mais est-ce qu'ils lui ont... Ce qu'ils appelle un Q-tips, là, je mettais ça dans l'eau, là, Oui. c'est la seule chose, elle pouvait un petit peu forcer, elle me montrait qu'elle voulait avoir de l'eau, ses lèvres. Oui. Ben, c'était 5 jours, docteur, elle est morte de faim. Ils l'ont pas... Du cancer. Je vous remercie beaucoup. Marc, je m'excuse. Merci. Non, ne vous excusez surtout pas, Marc. Est-ce qu'après la crise d'hystérie, est-ce que vous avez obtenu quand même des antidouleurs? Ils ont-tu fait quelque chose? Non, j'ai pas obtenu des antidouleurs. Rien? 5 heures après, elle est partie. Non. Rien? Non. Il n'y a pas eu d'intervention? Non, ils l'ont parqué, puis ils l'ont parqué en quelque part, puis ils attendaient quand même. Je vais juste vous dire que ça s'est passé à l'hôpital Notre-Dame. Oh oui. C'est tout. C'est à Montréal, ça? Oui, ben oui. Aïe. Merci beaucoup. Merci, Marc. Puis avez-vous déjà entendu parler d'une affaire comme ça, Pierre? Janine. Sérieusement? Ben, voyons. Et il y avait un proche qui était avec elle. Pourquoi tu penses qu'on parle d'euthanasie cet après-midi pour éviter des agonies épouvantables? Ben, euthanasie à la demande de la personne. Et là, tout le monde se lave les mains. Oui, mais elle était à l'hôpital. Il s'en occupait pas. Vous avez entendu parler d'affaires comme ça, Pierre? La première fois que j'entends ça, une horreur comme ça. Ça ou l'acharnement? Hey, franchement, ça c'est de l'abandon. On dit pour soulager, on voit nos proches. Puis c'est ça le but aujourd'hui, alléger les souffrances de ses proches qui sont condamnés. J'aimerais qu'on applique à l'humain les articles du Code criminel, l'article 446 du Code criminel du Canada, où il est défendu comme une infraction criminelle quiconque fait souffrir inutilement un être humain. Je sais pas comment Marc, il pouvait pas nous parler plus longtemps. Je regrette. Je sais pas si ça a changé profondément sa conception, sa perception de l'être humain après ça. Je dis, pas de compassion, là. Nothing. Oui, alors Pierre, on continue avec notre sujet. C'est un sujet lourd, mais tu sais, c'est la réflexion face à un proche. Non, c'est un sujet qui est intéressant, qui est fascinant. Ben, c'est ceux qui vivent ça, tu sais, sont face à la souffrance aiguë de quelqu'un qui mais leur au est contraire, proche. La réflexion permet d'alléger des problématiques. C'est pour ça qu'on en parle. On n'a pas les moyens légaux dans tous les cas. En tout cas, Pierre, on est... Non, mais ce qui a été raconté par tu Marc... l'auras jamais, ton moyen légal. Ben, regardez... Ça, c'est raisonné en femme. Non, attendez une minute, Pierre. Ici, en France, on va revenir, là, parce qu'on est parti de ça aujourd'hui, le manifeste. Les 2000 soignants qui disent un instant. Bien que, en France, ils aient adopté en 2005 une loi qui institue un droit au laisser mourir sans légaliser l'euthanasie. Ils ont ça en main. Oui. Et cette loi-là stipule également qu'une personne en phase terminale peut décider de limiter ou d'arrêter tout traitement et autorise l'administration de médicaments antidouleurs même s'il accélère le décès. Oui, correct? oui. Alors, ils vont quand même assez loin. Sauf qu'on poursuit quand même des médecins qui, eux, ont dit on a aidé des patients à mourir avec décence. Il fallait pas le dire. Ils sont allés le dire. Mais parce qu'ils savent quand même assez loin la loi de 2005 en France, Pierre. Ils disent, à la demande du patient qui est en phase terminale, on peut laisser mourir. Mais il faut pas tout dire. Il faut pas tout dire, surtout sur la place publique, parce qu'il y a toujours des bonnes âmes. Il y a toujours des bonnes âmes là, pour essayer de contrôler, d'établir les règles, d'inviter au conformisme. Alors on va aller à François. Il y a toujours des bonnes âmes qui n'ont pas une once de jugement. Et ça engendre. Ben, l'histoire de Marc, je trouve ça et ces bonnes âmes-là, souvent, prennent l'avant-scène. C'est pour ça que je dis qu'il est important, primordial au Québec, de permettre aux individus qui ont de l'allure de s'avancer et de parler. Oui. C'est pour ça que je me considère absolument privilégié et honoré d'animer notre tribune. Parce que l'épouse de Marc, qui est morte de faim dans un hôpital oublié dans le fond de... écoutez, là, je suis scandalisée. Je trouve que c'est scandaleux. Ben, elle n'est pas morte de faim, elle est morte déshydratée. On a attendu qu'elle soit sec comme un os. Bravo. Ben oui. On parle à François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour, François. Écoutez, avant que je débute, je vais vous dire bonne chance pour vos projets futurs, M. Mailloux. Les projets futurs que j'ignore. Ah, ben c'est ça. Puis à vous aussi, Mme Janine. Merci, François. Alors, Janine, elle sait, son agenda est tout tracé, mais le mien... Mon agenda est tout tracé? Le mien est vierge. Oh, Pierre. Alors, l'interlocuteur qui a passé avant moi
m'a interpellé parce qu'à quelque part, je m'attendais pas à appeler. Lorsqu'il a parlé de Notre-Dame, ça a fait comment? Ça se peut-tu? Parce que dans mon cas, moi, ma mère a décidé... Oui, mais là, attendez un peu, je vais vous mettre un stop, là. Oui. À l'hôpital Notre-Dame, il y a une unité de soins palliatifs où le grand Yves Quenneville, psychiatre qui a témoigné contre moi devant un comité de discipline, œuvre. Alors, ne parlez pas en mal de l'hôpital Notre-Dame parce que vous allez avoir un défenseur en moi de ce grand homme Yves Quenneville qui m'a vilipendé. Toujours est-il que François a vécu une expérience dans un hôpital de Montréal. Et qui se rapproche aussi au sujet d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors, c'est ça. Ma mère, elle avait un problème de sang. Oui. Et elle a dû se faire opérer pour se faire enlever la rate. Oui. On m'avait dit que c'était pas un problème pour l'opération. Et je me suis présenté le lendemain matin, puis était sur la morphine. Alors, j'étais à son chevet toute la journée. Et elle était vraiment droguée. On pouvait pas lui parler. Elle faisait quelques signes, mais on sentait qu'elle était pas là. À un moment donné, dans la soirée, il y a un infirmier qui est venu vers moi, puis il s'est excusé. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, t'excuses de quoi? Ben, il dit, j'aurais pas dû y enlever les seringues dans son bras parce que je voyais des hématomes. Puis le sang s'est mis à gicler tout partout. Mais le problème de sang qu'elle avait, c'est qu'il coagulait pas. Oui. Puis ça a fait un stress. Fait que c'est sûr que j'étais pas trop heureux, mais j'étais content, tu sais, de voir qu'elle s'en sortirait. Dans ma tête à moi, elle s'en sortirait pareil. J'avais toujours espoir. Et puis, j'ai malheureusement été témoin des services infirmiers qui semblent des fois un peu archaïques, je sais pas, parce que à 6 heures le matin, parce que j'avais pas dormi de la nuit, l'infirmière prend une lumière sous ressort, là, qu'elle met au visage de ma mère, elle l'allume très sec, puis elle dit réveillez-vous, réveillez-vous. Tu sais, je sais même pas pourquoi qu'elle a fait ça. Puis elle se trouve à avoir presque fait un coma. Alors là, il y a des gros médecins, il y a des médecins qui sont venus assez jeunes, puis ils m'ont dit, ben oubliez ça, elle a du sang dans le cerveau, elle est décédée, c'est fini. Puis moi j'ai dit, mais comment tu fais pour savoir ça? Là, moi je suis ici depuis toute la journée, puis je dis, mais il dit d'habitude quand il arrive ça, c'est ça qui arrive. Mais je dis, peux-tu faire tes analyses avant de me dire que c'est fini, tu sais? Fait que là, il y a un autre médecin qui a pris comme la parole pour me dire, mais ouais, tu sais, son problème de sang, il n'y a rien à faire, même si ça s'en sort, puis tout ça. Fait que moi, je lâchais pas, je dis, donnez-moi vos analyses, puis si si vos analyses prouvent ce que vous dites, ben je vais être d'accord à la débrancher. Alors j'ai attendu, puis finalement, il y a une infirmière que j'étais assez familier avec qui me dit, tu sais, François, ces analyses sont bien correctes. Parce que moi, je les recevais par elle régulièrement. Oui. Puis j'étais capable de les lire d'une certaine manière, là. Tu sais, pas comme un médecin, mais être capable de dire, bon, c'est bon ou c'est pas bon au niveau du taux de plaquettes qu'elle avait dans le sang. Ouais. Donc finalement, j'étais content de savoir que les analyses étaient bonnes, puis ils sont venus pour me dire que le sang dans le cerveau, il n'y en avait pas. Fait que là, dans ma tête, à moi, c'est parfait. Faut pas lâcher, tu sais, mais là, mes tantes qui étaient assez âgées, eux autres, ils penchaient de la tête en voulant dire, le médecin, il a dit ça, il faut accepter la fatalité. Je dis, voyons donc, il y a encore une chance, là. Mais finalement, le fameux infirmier qui s'était excusé, il n'avait pas fini son chiffre, puis il a fallu qu'il fasse de quoi qu'il manque. Mais moi, ce que je ressentais quand j'écoutais votre interlocuteur, puis c'est qu'on se sent comme impuissant, on sait pas quand est-ce qu'il faut dire, un instant, ça n'a pas d'allure, là. Oui. Tu sais, puis là, l'infirmier, lui, il essaie d'ouvrir la bouche de ma mère pour y enlever un peu de salive dans la gorge. Puis, je comprends l'idée de vouloir enlever de la salive dans la gorge, puis que ça a été le médecin qui a suggéré ça. En passant, il y avait juste un médecin sur un étage au complet, là. J'ai dit à l'infirmier, j'ai dit, tu peux-tu attendre un instant? Il me semble qu'elle elle vient juste de sortir de son coma, parce que là, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle est sortie de son coma comme 5 minutes après, là. Fait que là, il essaie d'y ouvrir la bouche, même trépanier. J'ai l'impression qu'il voulait presque y mettre une crowbar dans la bouche pour y ouvrir, tu sais. Fait que, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de courir après l'infirmier qui était bien occupé au téléphone. Je suis retourné, puis là, ma mère a eu un autre stress qui a fait qu'elle a retombé un peu dans le coma. Ils ont fait des analyses à la tête pour dire, bon, ben là, finalement, son cerveau, il est presque mort. Et si on réussit à la réanimer, ben là, elle va devenir légume. Fait que là, c'est sûr que j'étais épuisé, je savais pas où mettre la tête. Puis c'est sûr que l'image de voir ma mère légume, puis qu'elle m'a toujours dit qu'elle voulait pas être dépendante de quelqu'un, j'ai dit, bon, c'est correct, débranchez-la. Sauf que mon sentiment dans tout ça, c'était que, mon Dieu, j'étais pas préparé à rien, là.
Puis j'avais pas j'avais l'impression qu'il aurait fallu que je me prépare un peu plus. Et vous aviez personne d'autre? Voyez-vous, vous étiez particulièrement mal préparé mentalement parce que Dieu était dans votre vie. Ah bon? Dieu prépare très mal à la mort. D'accord. OK? Mais il n'y avait pas de frères, sœurs, il n'y avait pas de famille autour pour vous aider un petit peu dans... Bonne réflexion, François. Bon. Alors, soyez humain et vous serez plus préparé à la mort. Le divin prépare très mal à la mort. Oui. Bon, oui. On parle à Laurence. Bon, j'ai encore Pierre, franchement, je lis des courriels, je reçois des courriels, très gentils d'ailleurs, nous recevons des courriels. Oui. Puis à un moment donné, revenir à mon écran, je sais pas, je me perds dans le cyberespace, alors je perds mes appels. Alors on va parler à Laurence, je m'excuse. Bonjour Laurence. Laurence. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. Oui, bonjour Laurence. Disons, je suis très nerveuse. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue en ville. J'ai peur que vous me chicaniez un petit peu. Allez-y toujours. Essayez-vous. Et si c'était pas le cas, Laurence? Ben, j'espère que non. Bon, moi, j'ai rencontré un copain, ça fait 5 ans. Oui. Et puis, à peu près 3 semaines après, il déclare qu'il est obligé d'aller en hémodialyse. Oui. Et puis, il y a 2 ans... Oui. On y trouve un cancer des ganglions. Oui. Et puis là, présentement, ben là, je suis bien nerveuse. Et puis là, ben présentement, il va pas bien. Oui. En décembre, il a fait une gastro-entérite. Il a fait une infection urinaire. Et puis là, présentement, il est incalençeux. Il est plus capable de manger. Ouais. Et puis, moi, c'est bien sûr que j'essaie de l'encourager du mieux que je peux, là. Mais c'est un homme qui tient à la vie. Quel âge a-t-il, Laurence? 69 ans. Il a 69. Puis il est mal barré ces temps-ci, là? Ah, oui. Est-ce que vous vivez sous le même toit, Laurence? Non. Non. Vous le voyez tous les jours, il vous appelle? Oui. C'est un homme qui est très enfermé, qui compte rien, qui se plaît pas, qui dit rien. Oui. Mais avec moi, je pose beaucoup de questions parce que je suis très ouverte. Et puis, il me compte pas mal tout. Oui. Mais, sauf que il veut pas mourir. Il veut pas mourir. Il a peur de la mort. Oui. Il n'y a pas de qualité de vie. Vous savez, il est normal sur ce point-là. Oui, je sais bien qu'il est normal. Oui. Mais il n'y a pas de qualité de vie, c'est ça. Non. Mais il y tient quand même. Voyez-vous, vous illustrez, Laurence, le côté opposé de ce qu'on voulait avancer aujourd'hui. Il y en a qui, même très malades, très souffrants, ils ont même plus bon, ils veulent continuer. Et là, vous voulez emmener où, là? Vous voulez emmener où, Laurence, là? Mais là, je voulais savoir quoi dire, quoi faire, parce que moi, je téléphone souvent en hémodialyse, puis on a voulu lui faire voir un psychologue, mais il n'y a pas, ça l'intéressait pas. Moi, je suis pas psychologue, disons que je faisais mon possible. Et pourquoi on a voulu lui faire voir un psychologue? Ben, c'est parce que je leur ai parlé qu'il avait beaucoup peur de la mort, il avait beaucoup peur de mourir. Ben oui. Mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Non. Comment ça qu'il n'a pas accepté? Non, c'est un genre de très, très enfermé, puis il était pas intéressé à ça. Ouais. Fait que, moi, disons que je fais bien mon possible. Mais ça vous épuise, Laurence, hein? Non, ça vous épuise, est-ce que c'est ça? Non, ça la valorise, Janine. Moi-même, je suis malade, je suis bipolaire. Bon. Oui. Donc, c'est pas toujours facile. Ben oui. Puis peut-être que vous avez des conseils à me donner, je sais non, pas tellement. Je vous écoute, là. Je vous écoute parler tranquillement. À ce moment-là. Puis on s'en va où, là, avec notre bateau, Laurence? Comment il va, le bateau, ces temps-ci? Le bateau va pas bien. Non, expliquez-vous. Expliquez-nous ça. Ben là, disons qu'il est incalençeux, il est plus capable de manger. Oui. C'est moi qui prépare ses repas puis tout ça. Oui. Il me dit qu'il mange, mais quand là, j'apporte des repas, puis je reste là pour voir ce qu'il va manger. Oui. Il mange pas, il est pas capable, ça passe pas. Ça passe pas. Non. Fait qu'il est à l'ensure, là, c'est un truc assez complet. Ça, c'est un gugus qui avale, hein? Il prend-tu son ensure?
Oui, il prend son ensuite, Oui, mais il ça reste passe que... bien, oui. Lui, il a une obsession dans sa tête, il veut manger. Oui. Parce que l'ensuite, là, c'est parce qu'il a perdu 10 livres. Oui. Et puis, c'est juste du liquide, c'est pas du solide, ça. Oui, c'est ça, c'est liquide. C'est comme du lait, là. C'est foncé un petit peu, là. Mm-hmm. Oui. C'est ils ont prescrit ça, cette ensuite-là, qui vient pas de la pharmacie, qui est plus vitaminé que d'autres qui vendent de la pharmacie. Oui, fait que ça le soutient. Ça le soutient. Ça le soutient, mais par contre, il dit qu'il va à la selle 4-5 fois par jour avec ça, puis il mange pas. Il dit qu'il sent bien faible. Oui. Puis, là, des moments en fin de semaine, là, il disait que ses jours étaient comptés, puis il a fait son testament, puis... Est-ce que c'est un type qui a un peu d'argent? Non, pas plus qu'il faut, là, non. Il n'y a pas grand-chose? Non. Non. Fait que c'est pas drôle. Mais là, son testament, c'était pourquoi, là? Pourquoi son testament? Ben, il n'y avait pas de testament de fait, lui. Oui. Il y a toujours un peu des biens, là. Oui. Et puis on dit, ben, fais ton testament, parce que ceux qui vont rester, ça va être un problème, là. Oui. C'est, Est-ce qu'il l'a fait, son testament? Oui, il l'a fait la semaine passée. Tout est en règle, là. Il vous a-tu dit qu'est-ce qu'il a mis dedans? Non, je voulais pas savoir non plus. Vous vouliez pas le savoir? Non. OK. Bon. Mais là, combien de temps vous allez être capable de rester auprès de lui, là, comme ça? Quel âge avez-vous, Laurence? J'ai 63 ans. 63. Puis à part d'être bipolaire, vous pétez le feu? Ben, je ne pète pas le feu de ce temps-là. Non. Comment ça, vous pétez pas le feu? Ça marche pas, moi, là. Oui. J'étais à la veille de retomber, là. Ah! Vous êtes à la veille de retomber? Ouais, vers le mois de mars, là, moi, là, je retombe l'œcumène. C'est vrai? Pour à peu près de 6 à 8 mois. Ah, oui? Ça fonctionne plus du tout. Arrêtez donc. Ben oui, ça fait des années que je suis de même, là. Ouais. Puis là, mais vous n'êtes pas encore tombé, là? Ben non, mais j'étais aveugle. Vous êtes aveugle. Les énergies baissent toujours. Arrêtez donc. Ah oui. Ah ouais. Puis aimez-vous ça prendre soin de lui, le copain, là? Pardon? Aimez-vous ça prendre soin de lui? Ben oui. Pourquoi vous aimez ça? Ben, j'aime ça parce que c'est un homme que j'aime. Arrêtez donc. Oui, il est très bon. C'est vrai? Oui. Il est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il est très bon. Il est bon, disons, il est bon avec moi, il est gentil. Ouais. Il fait-tu des petits cadeaux? Oui. Comme quoi? Racontez-nous. Quel cadeau qu'il vous fait? Je peux pas trop vous en dire, là. Ah, je suis indiscret. Je le sais que je suis curieux, Laurent. Oui, mais il faut que je fasse attention parce que c'est à peu près ça. Il vous écoute à tous les jours. Il m'écoute, lui. Ah, belle snoro. Fait que je peux pas trop parler. Oui, mais il fait-tu des beaux cadeaux des fois? Oui. Oh, snoro. Ben, des beaux cadeaux, là. Tu sais, moi, je suis une femme, comment je vous dirais ça, donc? J'ai un cœur d'ange, je peux tout donner. Je suis toujours prête à faire quelque chose, à aider tout le monde. Oui, je le sais. Ben, ça vous fait du bien de l'aider, puis lui, ça y fait du bien. Fait que c'est comme ça. Je sens bien dans ça. La vie, oui, je le sais. Je l'ai senti que vous vous sentiez bien là-dedans. Je l'ai senti dans votre voix. Vous lui allégez ses journées, c'est sûr. Ouais. On sera en service mutuellement. Alors, c'est ça l'entraide. Donc, c'est le fun. Tant que les deux s'amènent des choses mutuellement, c'est plaisant. Hein? Oui, ça me valorise aussi en même temps quand je suis capable d'aider quelqu'un. Je n'en doute même pas. Il y a assez que les 6 mois que je suis assis sur une chaise, que je suis là qui mène, que je suis pas capable de rien faire, j'ai pas de concentration. Absolument rien, là. Je peux plus faire rien. Ouais. Au moins quand je suis fonctionnel, mais mon Dieu Seigneur. Aider les autres. Allez, Laurence. Allez, Laurence, on s'amuse. D'accord. Bye. Merci d'avoir appelé. Capable de sourire, Pierre, c'est ça. Vous dites, on s'amuse. Peut-être qu'elle a des petites ressources en ce sens. Mais non, c'est valorisant. Elle aide quelqu'un, puis elle est valorisée, Janine. Elle doit être drainée. Elle est valorisée. Alors, j'ai pas dit drainer, j'ai parlé plaisir. Elle souriait, elle est toute contente d'aider. Alors, vous lui avez dit quoi, là? Vous lui avez dit des petits plaisirs, des choses agréables. Ça lui apporte quelque chose, c'est sûr. Elle se valorise dans le processus, c'est correct. Puis il fait des beaux petits cadeaux, puis c'est le fun. Oui. C'est comme ça que ça marche, la vie. Alors, c'est un cas où le monsieur ne veut pas mourir, même s'il est très mal en point. Aujourd'hui, on parle de gens qui sont très mal en point, qui savent la mort imminente et qui demandent à leurs proches de les alléger. Et on n'a pas la possibilité de le faire, ou vous n'avez pas. Comment on réagit dans une situation comme ça? 790-0224, 1-800-667-5241. 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 800 667 52 41. 1 8
Alors, on va à Anne-Sophie. Bonjour, Anne-Sophie. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Bon. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour à vous deux. Donc, en fait, ma question était un petit peu particulière, là. Je me demandais, vous, Dr Mayou, étant donné que vous avez été médecin aussi, déjà jadis, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la morphine? Tu sais, moi, j'ai vu ma mère mourir et il lui injectait de la morphine disant que, bon, elle souffre, elle était atteinte de cancer, là. Elle était en phase terminale, puis, bon, on disait, faut lui donner tant de milligrammes de morphine, puis ils augmentaient ça. À un moment donné, on sait que Bang est morte par rapport à la morphine qui lui a fait faire un infarctus, finalement. Hein? Et la puis, morphine a fait faire un infarctus à votre mère? Eh ben oui. Vous êtes sûr de ça? Vous avez une décision, vous avez un rapport du pathologiste qui vous affirme ça, vous? Non, on a constaté que c'était ça qui se passait. On, c'est qui ça? Moi et la famille. Oui. Oh non, je regrette, là, Anne-Sophie. Oh boy. Pierre. Le Dilodide, est-ce que c'est fait à base de morphine? Oui, c'est le Dilodide, comme OK. Bon, parce qu'il y a un proche qui était très, très souffrant. Ouais. Et l'infirmière avait dit, si on continue d'augmenter les doses, le cœur va y péter. Elle avait dit ça. Le cœur éclate, là, c'est comme un geyser. Ah oui, mais elle n'est pas morte du cancer, elle est morte suite aux doses. Anne-Sophie. Moi, ce que je voulais savoir... Alors, croyez ce que vous voudrez, mais faites attention, parce que il y a beaucoup de légendes qui circulent, et à moins d'avoir un rapport d'autopsie, là, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, d'affirmer ce que vous voulez, mais vous m'embarquerez pas dans votre patate. Non, mais Pierre, c'est parce qu'on l'entend souvent, celle-là. Mais des onneries puis des niaiseries, on en entend souvent. Regardez, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que la morphine apporte à un souffrant? Elle était gelée, là. Moi, j'avais jamais vu ma mère comme ça. C'est délirante, comme ça. Oui. Et donc, qu'est-ce qui est bon? On lui injecte la morphine ou non? Oui, mais si vous n'étiez pas contente, là, faut lui laisser votre mère à froid. Avec sa douleur. Ça coule les douleurs. Vous savez, avant, là, il y a quelques années, là, ça se faisait couramment dans les hôpitaux. Que c'est? Cosser, ça coûtait cher la morphine, fait qu'il en donnait pas. OK. Fait que cosser le monde, ça souffrait. OK. Vous savez que mes parents, moi, je trouvais pas ça chic. Puis il y a une couple de médecins comme moi qui trouvaient pas ça élégant. De laisser mourir le monde. Ouais, cosser, parce qu'avec les animaux, nous autres, on fait pas ça. Comprenez-vous? Non, mais est-ce que c'est bon d'en donner de la morphine ou pas? Pour couvrir les douleurs. Si ça couvre les douleurs, on peut... Ça fait quel âge, Anne-Sophie? Madame Sophie, elle a 36 ans. Une bizarre de question. Une bizarre de question, comment ça? Ben là, la morphine... Moi, je suis pas... C'est un analgésique. Quand quelqu'un a mal, est-ce qu'on lui donne un analgésique ou pas? OK, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un analgésique? C'est ça, je veux savoir. C'en est un. Je vous dis, je vous répète, c'est un des plus puissants analgésiques. Ah, OK. C'est un antidouleur. Bon, OK, c'est ce que je voulais savoir, simplement. Mais là, quand vous avez mal, vous n'êtes pas obligé de prendre un antidouleur. Ouais. Puis votre mère, là, vous n'étiez pas obligé de lui donner un antidouleur. Il s'agissait de la laisser souffrir. Puis elle serait morte dans la douleur. Non, mais... Ça s'est fait rien qu'en masse, et ça se fait encore rien qu'en masse au Québec. Ouais. Alors, écoutez, vous aurez l'attitude que vous voudrez avec vos proches. C'est pas à moi de vous faire la morale là-dessus. Elle avait peut-être pas compris que c'était le but de l'affaire. Mais là, à 36 ans, si vous n'avez pas compris ça, vous êtes natif d'où, vous? Pardon? Vous êtes natif d'où? De quel coin? De Québec. Ah, ouais. Puis à Québec, à 36 ans, vous comprenez pas que la morphine, c'est un analgésique. Puis quand quelqu'un a très mal, on peut lui donner un analgésique. C'est bien. Moi, je laisse juste savoir si qu'elle soit gelée, qu'elle soit comme on l'a jamais vu, qu'elle souffre pas, on le sait pas. Alors, si vous ne savez pas, mais le personnel des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais Pierre, les gens qui ne sont pas dans le milieu médical, quand quelqu'un est dans le milieu médical, on comprend même nous autres, là. Time out, OK? Est-ce qu'on a pris la peine de leur expliquer? S'il vous plaît, time out. Pas du tout. Non, time out. Là, il y a des limites, là. Ben oui, mais Pierre, elle ne le sait pas. Il y a 3-4 ans, là, mon père est décédé à la maison. Il y avait un cancer de l'intestin, puis il est mort à la maison. Et c'est drôle. Ça a même pas pris 2 minutes pour expliquer à ma mère comment donner les analgésiques à mon père. Puis ma mère, écoute, c'est une personne, là, elle avait dans 70 à l'époque. Oui. Ça a même pas pris 2 minutes. Ils lui ont expliqué. Non, il n'y a rien à expliquer. Elle a compris
intuitivement et instinctivement que quand il avait mal, ben, il donnait des analgésiques, puis on en donnait entre les doses. Écoute, oui. Ça a pris, mettons, 30 secondes, si je veux être généreux. Mais est-ce qu'on a expliqué ce qu'on donnait, Pierre? Parce que les infirmières arrivent avec des injections, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Arrêtez, parce que vous allez me faire fâcher, là. Choquez-vous pas pour ça. Il n'y a aucune raison de vous choquer pour ça, Pierre. Est-ce qu'Anne-Sophie a eu les informations? Quelqu'un vous dit, ça, c'est un analgésique, c'est pour la douleur, t'en donnes quand ça fait mal. M'avez-vous suivi? Ça a pris 8 secondes, là. M'avez-vous suivi jusque-là? Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on vous l'a dit, Anne-Sophie? Elle est plus là. Ben là. Anne-Sophie est partie. Je veux bien qu'on me fasse niaiser, là, mais écoute. Si on lui a pas dit, elle peut pas là, si on lui a pas dit. Elle peut avoir demandé après. Ben là, y a-tu quelqu'un qui sait que la morphine, c'est pas un analgésique? Ça se peut. Il y a des gens qui n'ont jamais eu affaire avec le milieu médical, Pierre. Ben là, au bout de calvaire, écoute. Puis à part de ça, ça peut s'appeler Dilodide, ça peut s'appeler n'importe comment. Une femme de 36 ans, en 2007, c'est pas que la morphine, c'est un analgésique. T'es sérieuse? Je dis que ça peut exister, que ça n'ait pas été expliqué. OK. Parce que... OK. Vous m'auriez dit Dilodide avant, il y a 5 ans, je savais pas ce que c'était. Non, je te dis morphine. Mais la morphine. Y a-tu quelqu'un au Québec, actuellement, qui sait pas que la morphine, c'est un analgésique? Si t'as pas eu de grand... Un analgésique, ça veut dire antidouleur. Y a-tu quelqu'un qui sait pas ça, là? Des gens qui ont pas eu... On va tous se mettre au même diapason, on me dit, là. Ceux qui n'ont pas eu à faire face au cancer, moi, je vais avoir l'impression que vous riez de moi, là. Il y en a... Il n'y a pas de maladie dans leur famille, ils savent pas. Je sais pas. Janine, faut être sourd, muet, peut-être, aveugle, tout ça. Jamais écouter la radio, jamais lire les journaux, jamais écouter la TV. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Ben là, s'il vous plaît, donnez-moi une chance, là. Bon, alors justement, c'est autour de la morphine que ça tourne aujourd'hui. Tu sais, là, la morphine cause un infarctus. Avez-vous un rapport d'autopsie? Non. Mes sœurs puis moi, on a décidé que ma mère était morte d'un infarctus à cause de la morphine. Allô? Hey, time out, là. Time out. Mais comme je vous dis, Pierre, il y a des infirmières qui nous avaient dit ça. On peut pas en donner plus, on est aux doses maximales, on en donne Janine, plus de caripètes. C'est ce qu'elle avait dit. Je rembobine. Oui. Janine, avant de dire que quelqu'un est mort d'un infarctus à cause de la morphine... Faut qu'il y ait autopsie. Faut qu'il y ait autopsie. Oui, monsieur. Coupe, on ouvre, on pogne le cœur, on le regarde, on fait un test de sang. Tu sais, ça prend un rapport d'un pathologiste. Là-dessus, on est d'accord. N'est-ce pas? Là, s'il vous plaît, donnez-moi une chance, là. Prenez pas une heure pour rien, ça vaut pas la peine, Pierre. Non, mais... Bon, voilà. Alors, on va essayer de recentrer notre sujet. La fameuse morphine est au centre du sujet, Pierre. Il y a des... Quand on voit Marc, dont l'épouse est morte, déshydratée, qu'on n'a pas couvert pour des douleurs, il y a 10 ans de ça, tu dis, ça fait pas 35 ans, là. 10 ans, tu dis, oh là là, il y en a qui sont insensibles à la douleur. Les antimorphines, là, pas de problème. Vous aurez juste à refuser les doses de morphine. C'est pas... Soyez sans crainte, je vous en voudrais même pas. Comme on avait dit à notre père, à la fin, il voulait pas en prendre trop parce qu'il avait peur de devenir, comme un dépendant, je n'ai pas peur. Rendu là. Merci, Janine. Non, mais bon jugement, Janine. Bon jugement. Il y en a qui ont des préjugés aussi par rapport à la morphine et qui vont la refuser. Oui. Refusez-les, mais s'il vous plaît, pour les autres, mêlez-vous de vos affaires. Ouais. Pour vous autres, j'ai pas de problème. Alors, on parle de proches qui agonisent. Je dis que le Québec, là, c'est pas une tribu homogène, Janine. C'est une tribu hétéroclite. Mais on a tous des petites lacunes au niveau de certaines informations qui nous ont passées sous le nez. Non, ben là, petite, là, c'est un euphémisme. Bon. J'espère que tu es bien consciente que tu viens de prononcer un euphémisme. Ah, sapristi, c'est possible. Mais on va recentrer notre affaire, là, Pierre. Non, mais c'est correct. Ben là, écoute, j'imagine que si Anne-Sophie raisonne comme ça, elle doit pas être la seule, là. Mais c'est élevé. Alors, je vais redonner les numéros de téléphone. On n'a pas dit Bozan. On a des circuits qui sont actuellement libres. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle de fin de vie. On parle de gens qui sont en phase terminale et qui demandent à leurs proches, trouve un moyen, fais n'importe quoi. Je ne veux plus souffrir. OK? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des proches qui entendent ça? La personne est lucide. Elle sait qu'elle s'en va vers la mort, c'est clair. Comment tu reçois ça, une demande telle? Votre alimentation n'est pas à son meilleur. Vous manquez d'énergie pour compléter votre quotidien. Commencez la journée du bon pied. Prenez votre dose quotidienne d'énergie. Sweecal Énergie, un supplément vitaminique performant nécessaire lorsque votre équilibre est déficient.
Swical Énergie, disponible en pharmacie. Desjardins Ford. On joue du prix comme c'est pas permis. On joue du prix, vous en serez surpris. Desjardins Ford. On joue du prix sur la Fusion, la berline la plus attrayante sur le marché. Musclé, élégant, sans oublier la nouvelle traction intégrale. Une Fusion à si bon prix, achat ou location, chez Desjardins Ford, boulevard Marcel-Laurent à Saint-Laurent et Desjardins Ford Lincoln, boulevard des Sources à Roxborough. Desjardins Ford. 15h27, un coup d'œil à la circulation. Le pont Mercier va bien. Le pont Champlain, on est au ralenti à partir de l'échangeur Turcot, possiblement présence policière à la hauteur à Atwater. Victoria, Jacques-Cartier, ça va bien. La Fontaine, on est à Sherbrooke. On avait un véhicule en panne sorti souligné, ça a été déplacé. Repentigny, Terrebonne, ça va bien. Du côté de l'autoroute des Laurentides de la 13 aussi. Et 40 Est, ça débute à la hauteur de Côte-de-Liège jusqu'à Christophe-Colomb, métropolitaine ouest. On est nombreux entre Lacordaire et Christophe-Colomb, entre l'autoroute des Laurentides et l'échangeur des Caries. Les Caries Sud, ça va bien. Des Caries Nord, on est à la hauteur de Côte-Sainte-Catherine. Et pour ce qui est de la 20 Ouest, pour les gens qui se dirigent vers le secteur de Dorval, on est à mi-chemin entre l'échangeur Turcot et le viaduc Angrignon. Partout ailleurs, c'est bon, on est en mouvement. On vous souhaite une bonne route. L'événement Conduisez gagnant de Honda est arrivé. Obtenez un financement de 2,9% sur un camion primé Honda. Pour en savoir plus, honda.ca. Ici, Michel Miller pour CKAC 730 à Montréal. Ce soir, 19h, plongez au cœur de l'action sur CKAC.com. Le sport, comme si vous y étiez grâce à CKAC.com. L'actualité sportive, les dernières nouvelles, les plus récents résultats, les matchs les plus courus en ligne. Rendez-vous au www.ckac.com. Cliquez sur la radio en direct et retrouvez-vous au cœur de l'action. Prochain rendez-vous sportif ce soir, 19h sur CKAC.com. Une présentation de la capsule sportive. 14 boutiques souvenirs pour l'amateur de sport ou visitez lacapsulesportive.com. Pour obtenir le triple des points Choice Privilège ou pour tripler vos primes aériennes avec Choice Hotel, vous n'avez qu'à... Ensuite... En effet, obtenez le triple des points pour chaque séjour dans un hôtel Comfort, Qualité ou Clarion, et ce, dès votre deuxième séjour. Ça, c'est une offre vraiment triplante. Visitez choicehotel.ca. On vous y attend. L'offre prend fin le 30 avril. Remplement non requis. Vous rêvez. A. Que votre directeur des ressources humaines vous félicite pour votre efficacité. B. De devenir son bras droit. C. Qu'il devienne votre bras droit. Quelle que soit votre réponse, avec workopolis.com, bingo! Tous vos rêves prennent forme. Affichez dès maintenant vos offres d'emploi et trouvez rapidement le profil idéal parmi 800 000 candidats québécois chaque mois. Workopolis.com, le plus gros site d'emploi au Québec. Worko, bingo! Êtes-vous prêt à parler d'avenir? Vous êtes en onde. J'aimerais brancher mon téléphone avec Vonage, mais changer mon numéro, c'est trop de trouble. Gardez-le, votre numéro. La seule chose qui va changer, c'est votre facture de téléphone. Elle va être vraiment plus petite. Êtes-vous certain? Sûr et certain. Vous devriez le dire à tout le monde. C'est ce que je viens de faire. Votre facture de téléphone sera réduite de moitié et vous pourrez conserver le même numéro de téléphone. Visitez le www.allovonage.ca ou un détaillant participant pour tous les détails. Vonage, là tu parles. Vous avez des douleurs aux articulations, vos jointures vous font souffrir? Pensez Flexicor. Flexicor aide à protéger le cartilage des os et des ligaments. Flexicor contient des ingrédients anti-inflammatoires reconnus. Flexicor, un produit de qualité signé suisse. CKAC 730, la voix du Québec. Une station du groupe Chorus Québec. Alors, on poursuit l'émission en compagnie maintenant de Robert. Bonjour, Robert. Bonjour. Oui, bonjour, Robert. Bonjour madame, bonjour monsieur. J'aimerais vous parler du départ de mon père qui s'est produit en août 2006. Et il est parti pour le Mexique, je présume, pour les Caraïbes? Vers l'au-delà. Ah, vers l'au-delà. Non, vers Sirius? Vers quelle planète? Pardon? J'ai dit vers quelle planète s'est-il envolé? Oh, je l'ignore. Non. Est-ce que vous êtes sérieux ou c'est une blague? Alors, c'est un départ ou un décès? Le décès de mon père. OK, c'est pas pareil. Allez-y. Alors, 83 ans, un homme assez alerte qui marchait tous les jours jusqu'à son hospitalisation. Oui. Problème de santé qui était transfusion sanguine aux 3 ou 4 semaines. Oui. Conduisait sa voiture, était en bonne forme physique. Oui. Une nuit de semaine, en se tournant dans son lit, fracture de 2 vertèbres, transporté à l'hôpital. Oh!
Et on part du mercredi. Oui. Le jeudi, vendredi, part différents examens, transporté d'un hôpital à un autre, et revient à son hôpital après les examens. Et on voit l'état de notre père qui dépérit, et on parle aux infirmières, ça va mal. Oui, ils nous répondent, oui, je crois que ça va mal. Oui. 2 vertèbres fracturées en se tournant dans son lit, là. C'est sûr qu'il ne va pas bien. Le verdict est presque tombé en plus en y pensant. Et le samedi soir, on demande... Parce que et quel était le verdict, là? Quelle était la cause des fractures? Qu'est-ce qu'il y avait comme... OK, on pense à un cancer des os. Oui. Okay. Et le verdict doit être rendu officiellement le lundi. Oui. Et le samedi matin, on passe un écho. Et mon père est transporté dans l'ambulance. Vous savez qu'avec les 2 fractures, c'est très douloureux. Oui. Et attrape une pneumonie. Et le samedi soir, on dit au médecin généraliste, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances de sortir de tout ça? On a une pneumonie, etc. Et il dit, j'ai beaucoup de doutes. Okay. Mais il dit, je peux rien faire. Il dit, je continue mon médecin parce qu'il fait de la médecine proactive. Je sais pas si c'était le terme ou ça ressemble à ça, là, active ou proactive. Ils ont le traite comme quelqu'un de 40 ans. Oui. Et le lundi, je crois que c'était une résonance, l'oncologue, on nous reçoit à notre demande en après-midi. Oui. Il nous dit, écoute, c'est de la myélo, il a les os comme une fourmilière. C'était tout grugé. Alors, les os déminéralisés, poreux ou quelque chose comme ça? C'est ça. Okay. Comme une fourmilière. C'est la première fois que j'entends cet exemple-là. L'image est bonne parce que ça montre la fragilité. Oui, comme poreux, plein de trous. OK. Les os pleins de trous. Le samedi, on avait, là on parle du lundi, le samedi, on avait demandé au journaliste, est-ce que c'est possible de cesser tout ce qui se produit? On sait que notre père a 83 ans, il est très souffrant, il s'en prend un conseil de famille, une décision. Et le samedi, excusez, je suis sauté du lundi au samedi parce que c'est un point important. Il dit, ça prendrait, il dit, l'accord de toute la famille, j'ai 2 sœurs, et la conjointe de mon père. Et encore mieux si on peut avoir l'opinion du patient. Mais l'opinion du patient, il n'est pas lucide. Et le médecin nous dit, si vous voulez l'entendre dans 1 heure, il va être lucide. Oups. Et effectivement, 1 heure après, il était très lucide. C'est quoi, ils avaient cessé certains médicaments, c'est quoi? Il a laissé à sa douleur. La douleur l'a réveillé. Il a simplement sauté une dose d'analgésique. Possiblement qu'il a sauté une dose d'analgésique, la douleur l'a réveillé à sa raide. Ça ressemble. Il était très bien. Il est devenu extraordinaire. On a vécu des moments privilégiés. OK. Suite à ça. Alors, on savait que c'était le cancer des os, qui restait à confirmer. Là, oui. On lui a tout dit ce qu'il avait, pneumonie, etc. Oui. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est fini, c'est fini. Ça fut sa réponse. C'est ça qu'il vous a dit. Ouais. Quand c'est fini, c'est fini. Oui. Ma sœur aînée qui est présente, elle dit à notre père, ferme tes jolis yeux. Pardon? Ferme tes jolis yeux. Et puis, il se met à chanter, ferme tes jolis yeux, etc., etc. Puis il chante toute la chanson avec un grand sourire. C'est extraordinaire, ce bout-là. Mais le lundi, quand on parle de l'oncologue, j'y reviens, on dit à l'oncologue, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ont pu faire de la radio. Avant, il faut traiter sa pneumonie. On est convaincu qu'on va réussir à le sauver. À traiter la pneumonie. Et... Oui, mais là, la radio, c'est mignon, là. Mais les vertèbres fracturées, là, on est rendu où avec ça? C'est ça. Il énumérait ce qu'on pouvait faire. Hey, j'ai oublié le point de départ. Je l'ai pas oublié, moi, là. Les 2 vertèbres fracturées, là, je les ai pas oubliées. Je pense que le médecin attendait une question. Oui. Qu'on lui a posée. Oui. Et moi, je lui ai posé de même. J'ai dit, c'est votre père, qu'est-ce que vous faites? Oui. Ben, il dit, je peux pas parler comme médecin, mais je peux parler de l'expérience que j'ai eue avec mon père, qui a eu les mêmes problèmes. Oui. Et il dit, nous avons cessé tout traitement. Ah. Et j'ai dit, c'est ce qu'on souhaite. Bon. Ben, il dit, vous m'en parlez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Mon père ne parlait plus. Hein. Il dit tout à l'heure, lors du traitement, il m'a dit, quand est-ce que vous allez me lâcher? Bon. Il leur avait dit ça. Ben, voilà. Il y en avait assez. 44 heures après.
Le médecin a dit qu'il faut faire parce que là, on était changé d'hôpital. C'est ça. Alors, le médecin a dit qu'il faut faire un téléphone à l'hôpital. Oui. 44 heures après. Ouais. Mon père est décédé. Ouais. Je crois, et je n'ai aucune preuve, j'ai rien, que je crois qu'il a eu de l'aide. C'est votre impression, étant donné l'ouverture du médecin. Oui, OK. Oh, non. Non? Je regrette. Qu'est-ce que vous voyez, Pierre? Je regrette, chers amis. Votre imagination est peut-être un peu fertile. Peut-être. J'ai pas dit que ça l'était. J'ai dit que je croyais personnellement que ça l'était. Vous n'avez jamais eu de fracture, vous autres. Vous n'avez jamais souffert. Ça paraît. Ça fait mal en titi. Regarde, 2 vertèbres fracturées. Hey, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'aide. 83 ans, 2 vertèbres fracturées. Hey, slacké, là. Il y a eu de l'aide. Je peux vous dire, oui, c'était votre opinion, mais on peut soupçonner qu'elle n'avait même pas besoin. Voyons. Mais c'est quoi cette histoire-là dès qu'un analgésique est utilisé, c'est l'analgésique qui tue la personne? Ah, mais c'est quoi cette maudite croyance stupide-là, largement répandue dans la tribu? C'est pas ce que j'ai dit. Ah, c'est ce que vous avez insinué? Non, je n'ai pas dit que c'était un analgésique qui l'avait tué. Ben là, il y a eu de l'aide comment? Je l'ignore. Ben, déculottez votre pensée. Non, je vous dis que je l'ignore. Mais non, mais si vous l'ignorez, pourquoi vous affirmez ça? Je crois qu'il y a eu de l'aide pour mourir. J'ai pas dit. Oh, c'est Dieu qui est venu le chercher! Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, l'intervention divine! Ah, je n'avais pas compris celle-là. Ben oui, c'est Jésus qui est venu le chercher. Oui, Dieu avait de la place en haut, il est venu le chercher. C'est vrai? Vous avez commencé par le départ, le trip vers l'au-delà. Monsieur Maillot. Oui. J'ai voulu vous livrer mes sentiments en rapport au titre de votre émission. Oui, puis ça rentrait tout à fait dans le thème de l'émission aujourd'hui, Robert. Oui, hey, Robert. Le père qui dit exactement, sacrez-moi patience. Oui, attendez un peu. Il est-tu rendu dans l'au-delà? C'est ça. Votre père? Oh oui. Il est dans l'au-delà? Il est décédé. Non. Il est-tu rendu dans l'au-delà? Et quel terme vous souhaitez que j'emploie? Non, vous avez parlé d'un départ vers l'au-delà. Parce que moi, le seul terme, c'est le décès ou la mort. Mais vous avez... Alors, M. Maillot, il est mort. Ah bon, il est mort. Oui, mais il est-tu rendu dans l'au-delà? Il n'est pas au Mexique non plus, M. Maillot. Il n'est pas au Mexique? Mais il est-tu dans l'au-delà? Bon, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je voulais tout simplement livrer un témoignage à l'effet qu'une personne décède dans la quiétude et sans souffrance, et que cela était possible et que je l'avais vécu. Que vous, M. Maillot, soyez d'accord ou pas avec moi, je le livre à vos auditeurs. Mais je ne manifeste aucun désaccord. J'essaie de comprendre votre pensée. Vous avez affirmé qu'il y avait eu de l'aide. Puis n'arrivez pas à aller plus loin. En fait, est-ce qu'on fait un procès, M. Maillot, ou si on fait une discussion d'information? Non, vous avez dit quelque chose. Je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Ça va devenir de l'acharnement autrement. Il faut surtout il veut pas aller plus loin. Robert veut pas aller plus loin. Il faut bien en prendre soin parce que, écoute, il faut surtout pas... Monsieur Maillot, oui. On parle dans votre émission d'euthanasie. Oui. Je pense qu'un départ, c'est très clair pour moi lorsqu'on parle d'euthanasie. On parle pas de Mexique. Là-dessus, je vous laisse, mais vous ne m'avez pas aidé, mais j'ai pensé aider ceux qui vous écoutaient. Bon. Merci, Robert. Bon, alors ça... C'est parce que les tripes pour l'au-delà, là, je commence à en avoir plein l'orifice anal. J'ai été assez confronté avec ça, moi, là. Puis j'ai des patients suicidaires qui ont hâte d'entreprendre le grand voyage. Ça commence à me faire suer les tripes vers l'au-delà. Quand j'ai des patients qui croient à ça. Comprenez-vous, mon petit Robert? Alors, vous n'êtes pas aidant pantoute. Vous êtes nuisant pour des personnes désespérées. Mais si lui, ça l'aide. Oui, mais Janine, mets-toi à ma place, là. Quand j'étais dans mon bureau, il y a des patients là, qui veulent partir pour Sirius. Hey, tu leur dis quoi? J'ai assez hâte de mourir. On va tellement être bien dans l'au-delà. Tu lui dis quoi au patient suicidaire, Janine? Il n'y a pas un maudit qui m'a jamais répondu là-dessus. Ça va être ça? Il n'y en a jamais un maudit qui m'a aidé là-dedans. Ah, le divin, là, dans l'orifice. Oui,
Oui, bon, alors on va s'entretenir cette fois-ci avec Diane, on va compléter l'émission. Alors on parlait de situations où on a un proche qui est en souffrance, qui est à l'article de la mort, qui ne peut pas s'en sortir et qui demande à ses proches, au personnel médical, d'en finir. On ne peut pas le faire en France actuellement. Janine, je tiens à mentionner, avant qu'on aille à Diane, que j'ai entendu des centaines de fois des innuendos d'extermination de la part de bien des familles quand une personne âgée décède à l'hôpital. Des quoi? Des innuendos? Oui, des insinuations. Oui. Insinuations que l'hôpital aurait abrégé les jours de personnes âgées quand quelqu'un décède. Style Robert tout à l'heure. Je crois qu'il a eu de l'aide. Mais là, il va falloir arrêter en quelque part avec ces stupidités-là. Là. OK? Tu me comprends? Parce que c'est extrêmement rare qu'en milieu hospitalier, on va abréger les jours de quelqu'un. À moins que ce soit une erreur médicale. On cesse les traitements. On comble pour la douleur, c'est ça, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire? L'histoire de la morphine qui tue, là, ça commence à me faire suer puis solide. Mais ça, Pierre, ça émane, je vous dis tantôt, ça émane du corps médical des fois. Les maudites stupidités d'individus comme Robert et Anne-Sophie, là, arrêtons en quelque part avec ces niaiseries-là. Correct? Bon, alors on va dire... Rien n'est impossible. Mais de là à supputer à tout bout de champ, non, là, il y a des limites, OK? Mais ça change quoi, Pierre? Ça change quoi? La personne est libérée de sa douleur? Ça change quoi? C'est qu'il y a des maudits morons qui accusent le personnel infirmier injustement. C'est ça que ça change, Janine. Puis ça m'écoeure. Mais peux-tu te rendre à l'évidence que quelqu'un est en état de souffrance, puis... En tout cas. C'est un grand comique qui se présente en exemple. Je crois que mon père, 83 ans, 2 vertèbres défoirées, je crois qu'il a eu de l'aide. Le divin, oui. Dieu était écœuré de le voir souffrir et est venu le chercher. OK, fait que crois dans tes stupidités et essaye de pas trop écœurer le monde. Mais j'ai pas compris qu'il y avait de la hargne là-dessous, là, Pierre. Il a été libéré, non, son père a été... Je crois... non, il n'y a pas de hargne. Maudit féminisé d'hypocrite. Je crois qu'il a eu de l'aide. Il n'y a pas de hargne là-dedans. Non. En tout cas. OK, on va aller à Diane parce que je voudrais pas qu'elle attende trop longtemps. Allons-y. Il nous reste juste 3 minutes. Parce que, non, il y a des limites à écœurer le monde, là. Diane, êtes-vous avec nous? Oui. Bonjour, Diane. Bonjour, monsieur, madame. Moi, j'ai été choyée par la vie pour ces affaires-là. Mon père est mort d'un arrêt cardiaque à 54 ans. Oui. Ma mère a eu la maladie d'Alzheimer. 10 ans placée dans un foyer. Elle est morte à 67 ans. Ça, c'était un drame épouvantable. C'est pas chic. D'abord, perdre son père à 54 ans, c'est pas chic. Non. Sa mère, 10 ans placée dans un foyer pour Alzheimer, c'est pas chic. Continuez. Après ça... Je comprends. Vous dites que vous êtes choyé par la vie. Alors, vous faites du maillot, là. Vous faites comme moi avant hier. Vous utilisez les sarcasmes. J'ai compris. Bon. Continuez. La troisième chose, mon beau-père, cancer des os. Ouais. J'aimais beaucoup cet homme-là. Je le trouvais drôle. C'était crampant. Puis, il m'aimait beaucoup aussi. Lui, il a été 6 mois à l'hôpital à souffrir une martyre. Ma belle-mère, je dois dire qu'elle avait une ouverture d'esprit là-dessus effrayante. Elle est morte le 4 février, là. Elle vient de mourir. Oui. Alors, puis j'ai tout aidé, moi, ces gens-là à mourir. Oui. OK? Comme ma mère, ça faisait 3 nuits qu'ils nous appelaient, ben, on va mourir cette nuit, on va mourir cette nuit. Là, mes sœurs rebondissaient par là, puis non, faut pas qu'elle meure. Je me disais à moi-même, les filles, est fini. Comprenez pas ça? Oui. Diane, pardonnez-leur car ce sont des femmes. Ben, c'est une femme, moi. Oui. Non, mais vous êtes différente. Vous êtes une femme différente. Tandis que vos sœurs sont des femmes. Comment tu peux t'accrocher à Alors, il y a une différence entre une femme ordinaire et une femme exceptionnelle. Ben, je pense pas que ce soit si exceptionnel que ça. Mais moi, je me dis, quand... C'est pas fin, hein? Je suis pas fin après-midi. Non, mais quand elle est peut-être plus généreuse. Vous êtes peut-être plus généreuse, Diane, parce que quand tu vois un proche qui souffre, tu dis, va là. Quand ils font ça, là, ils brassent eux autres mêmes. C'est ça. Diane, la réaction de vos sœurs, c'est commun dans la féminitude québécoise, c'est fréquent. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, mais c'est important de le dire. Puis là, ma belle-mère vient de mourir. Oui. On avait eu beaucoup de conversations à cause de mon beau-père. Puis c'est une femme, moi j'allais la chercher dans l'après-midi, je suis agent d'immeuble, moi, fait que dans l'après-midi, des fois j'avais du temps libre. Je le savais que vous étiez une femme exceptionnelle.
Ben, mettons, c'est peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas, j'ai une grande gueule. Là... Il n'y a pas seulement la gueule que vous avez de grand, ma chère. Votre intelligence est peut-être en équivalent. En tout cas, là, j'allais en chercher dans l'après-midi. Là, on avait des conversations. Et votre cœur suit peut-être. Oui, c'est ça. J'en ai peut-être trop même. Fait que là, je disais... Non, on n'a jamais trop de cœur, Diane. Madame Longchamp, je ne devrais pas en nommer, hein, mais je disais, vous savez, elle dit, c'est lui qu'il faut qu'on aille de partir. Tu sais, nous autres, on n'a plus rien à faire avec ça. Puis quand c'est arrivé, elle est venue coucher chez nous. Puis c'est quelqu'un d'autre de la famille qui est allé tenir la mère, mon beau-père. Puis moi, j'avais une de mes amies infirmières qui travaillait là. Elle dit, Diane, elle dit, ça va être cette nuit. Oui. Ils savent, eux autres. Je sais pas comment ça fait qu'ils savent ça, là, mais ils savent ça. Je l'envoie tellement. L'expérience, ça. Ma belle-mère n'a pas versé une larme. Non. Elle disait, il fallait qu'il parte, il est parti. Okay? C'est ça. Après ça, ma belle-mère... Diane, on va devoir s'arrêter. C'est la fin de l'émission, mais un gros merci. Vous nous permettez de terminer sur une belle note. Bye bye. À demain.